Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Vous avez vu là de la série documentaire là sur l'acteur là Hollywood là? Mais c'est pas un documentaire, c'est une fiction, non? Bah oui, le mec il a des super pouvoirs. Mais attendez, c'est un faux documentaire ou une maléfiction? Bouya! Bonsoir et bienvenue dans Comics Outcast, votre podcast préféré et indépendant sur les comics et leurs univers. Je suis Jean Vocat, comme un avocat sans le A, et c'est moi qui aurai le plaisir de hoster cette émission ce soir, qui, si tout va bien, sortira le vendredi 13 février, jour porte-malheur pour certains, en tout cas pour moi, parce que je vous cache pas que je suis malade, que je me traîne une vieille crève toute pourrie, mais qu'à cela ne tienne, j'ai secoué mes miasmes et je suis sorti de ma couette pour retrouver mes 3 chroniqueurs d'exception. Je ne sais pas quelle est la règle, mais en tout cas, ils sont l'exception. Bref, je vais vous les présenter. À ma gauche, Matt Perdumatique. Comment ça va, Matt? Écoute, très bien, je suis très bien accompagné, j'ai exactement 7 kiwis à côté de moi. C'est bien. Et pour rester dans le thème des miasmes, si tu étais un virus, tu serais quoi? Je serais une bonne gastro. Ah. Parce que c'est celle qui déborde de l'un et de l'autre, et moi je suis comme l'amour et comme la gastro. Voilà, t'es généreux. Exactement. Voilà, et dans ta générosité, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Je vais vous présenter une gifle à une autrice que tout le monde déteste. D'accord, très bien. En face de Matt, on a XT qui ce soir, en plus de chroniquer, réalise l'émission, hein, multitâche. Ça va bien? Très bien, et toi? Bah, plus ou moins. Un peu malade, hein, je te fais répéter. Hein. Si t'étais un virus, qu'est-ce que tu serais comme virus, toi? La chlamydia. C'était sûr. Je savais que je m'engageais sur un terrain glissant en posant cette question, c'est bien fait pour moi. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Être seul au monde parmi tant de morts. D'accord, waouh, on se réjouit ça. On se réjouit. Et alors attends, comme tu es en face, ça veut dire que c'est à ta gauche, nous avons Ktou. Salut. Ça va bien? Ça va, et toi? Ça va. Donc toi, si tu étais un virus? Une otite. Une otite. Très bien, pour une raison particulière? Je sais pas, parce que j'en viens d'en sortir une et je trouve que ça tape sur les tympans, c'est un peu relou, mais ça va, on peut survivre. D'accord, okay. Donc un gentil virus finalement, casse-pied, mais... C'est un virus, hein, une otite? Je ne sais pas du tout, c'est une inflammation. Enfin, on n'est pas dans Médecin Outcast en même temps. Donc là, Bref, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Je vais vous parler d'une des méchantes les plus iconiques de la fiction. D'accord, très bien. De la maléfiction même. Eh oui. Oh, le spoil. Voilà. Donc cette émission sera composée de 2 parties. Tout d'abord les reviews et ensuite le HLB pour Hors les bulles. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Oui. Voilà, on est chaud. vous êtes prêts à être un remède à ma petite baisse de température? On va te donner allez, 3 bières tout à l'heure, c'est ça? Ouais, alors si on fait une bonne émission, peut-être je vous accompagne pour une bière après. 2. 3. Allez, 4 maximum. Bon, comme ça, le cast numéro 258, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite par les reviews. Alors les reviews, pour ceux qui découvriraient cette émission pour la première fois, chacun des chroniqueurs a choisi un titre assez récent, dont au moins les 3 premiers numéros sont sortis. Il les a lus. Il va nous les présenter et ensuite ils vont en discuter tous les 3, donner leur avis. Et on va commencer ce soir avec Ktou. Bah très bien. Bah je vais vous parler du comics Disney Villains Maleficent de 2025, le comic sur Maléfique. Banger. Ouais, de ouf. Mais vraiment, c'est en 5 issues. Il y en a 4 qui sont sortis. C'est scénarisé par Paulina Ganucho, dont vous avez déjà parlé dans le Comics Outcast 251. C'est elle qui avait bossé sur le crossover Cosmocat et Super Nana. Et c'est dessiné par l'artiste Theo Stultz. Et le pitch, il est très simple. C'est, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'avait fait Maléfique pendant les 16 ans qui sont passés après avoir maudit la princesse Aurore et tout le royaume? Non. Eh bien, moi non plus, mais ce comics va vous le raconter. Et bah, vous savez quoi? C'est pas si nul. Ça raconte pas grand-chose, mais moi j'ai bien aimé. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail,
Maléfique va découvrir dans son château un mystérieux grimoire et en lisant une incantation, elle va invoquer 2 esprits jumelles et capuchés qui lui promettent, après avoir scellé un pacte, de lui offrir ce qu'elle désire le plus au monde, toujours plus de pouvoir. Power, unlimited power. Voilà, c'est un peu comme dans Wicked, mais pas comme dans Wicked. Et du coup, Maléfique va aller suivre dans le royaume des fées à la recherche de 4 artefacts. L'essence d'un très vieil arbre, du métal d'un héros oublié, le cheveu brillant d'une servante et une larme de dragon. C'est une quête D&D pour elle toute seule. Et au cours des premiers numéros, elle va en récupérer au moins 2 sans trop de difficultés. Et dans le dernier issue qui n'est pas encore sorti, on nous promet un peu une bataille épique avec un twist. Bon, va falloir l'imaginer parce qu'il n'est pas encore sorti. Et ça révolutionne clairement pas le game des comics. Ça a le mérite d'être une histoire plutôt bien construite qui se lit sans trop se prendre la tête. Moi, je trouve les personnages plutôt rigolos. Au bout du 3e issue, t'as un squelette qui passe son temps à se foutre de la gueule de Maléfique. Moi, j'adore ça. Surtout que Maléfique, c'est vraiment elle est exactement comme on se souvient dans le film d'animation de 59. Elle essaye pas de justifier sa méchanceté. Juste, elle veut plus de pouvoir. Elle est colérique, elle est sûre d'elle. Elle donne des ordres à tout le monde, et en particulier à des gens qui n'écoutent pas ses ordres. Et on pourrait dire que Maléfique, elle manque un peu de subtilité, mais je pense que c'est ça qui rendait les méchants de Disney de cette époque, c'est ce côté un peu brut et qui les rend un peu mémorables et iconiques, quoi. Et c'est pas la première série sur Maléfique, il y en avait une qui était sortie en 2023. Je l'ai lu d'ailleurs pour l'occasion, c'était nul. C'était vraiment moche. Oh. C'était une succession de duels entre Maléfique et des antagonistes random. Mais en fait, si j'ai choisi ce comics, c'est pas vraiment pour l'histoire, parce que clairement, c'est pas ça qui est le plus intéressant. D'ailleurs, j'ai hésité aussi avec un autre comics Disney sur Hades, qui était sympathique, mais sans plus. Que tu te feras un plaisir de chroniquer la prochaine fois. Non, peut-être pas. Et, mais non, en fait, si je l'ai choisi, c'est surtout pour son dessin, que je trouve vraiment très beau. Le trait est volontairement simple, et même un peu grossier, mais je l'aime beaucoup. Le style de Theo Stultz, je trouve qu'il se base énormément sur le film original, sur celui du film original, en particulier dans les décors. C'est une architecture très inspirée des tapisseries du Moyen-Âge. Et de tous les films Disney classiques, La Belle au bois dormant, c'est peut-être celui qui a la direction artistique la plus originale. Et c'est parce que c'est grâce au background artist Eivin Earle, qui était le premier artiste chez Disney à qui on a confié la conception stylistique de l'ensemble du film. C'est lui qui a fait les décors, le chara-design. Toute sa vision imprègne l'intégralité du film. Et en fait, c'est quand on compare avec les films de l'époque, Cendrillon ou Blanche-Neige, qui ont plutôt des traits ronds et réalistes, Earle, lui, il préférait des formes allongées, pointues, géométriques, et des couleurs vives. Et il va s'inspirer d'artistes du 14e, 15e siècle, et aussi d'œuvres gothiques, d'art asiatique, pré-Renaissance, et de miniatures persanes. Et en fait, vraiment, je trouve qu'on le retrouve dans le comics, et c'est vraiment ce que j'apprécie. Est-ce que j'ai choisi ce comics pour faire encore une tangente et vous parler de complètement autre chose ? Peut-être. Est-ce que je l'ai choisi pour embêter XT ? Très certainement. Est-ce que je vous conseille, si vous gardez un bon souvenir du film original ? Oui, vraiment, feuilletez-le. Et si le style vous plaît, foncez le lire. Et en tout cas, moi, j'attends le dernier issue. D'accord. Est-ce que... Pardon. Voilà. Il s'étouffe dans sa barbe en regardant les dessins. Ouais, c'est époustouflant. Alors, parce que j'ai pas lu, moi je découvre ce soir avec vous et j'ai sous les yeux on me fait défiler les images. Quelques planches que nous avons achetées. Voilà. Et les décors du dessin animé original sont absolument fous et je suis d'accord, mais dans ce que j'aperçois là, je vois quand même beaucoup de cases avec juste pas de décor derrière et des aplats de couleurs. C'est très épuré, quoi. C'est le royaume des fées. D'accord. Ça, c'est le nouveau Ta gueule, c'est magique. C'est le royaume des fées, en fait. Ta gueule, j'ai pas envie de En dessiner. perdition, il y a des statues, des gens, des fées, très certainement, qui sont statufiées. Il y a un dragon rouge. Aux yeux bleus, aux yeux verts. Ouais, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs au dragon rouge dans Donjons et
Dragon rouge. Glouton et Ouais, Non, c'est Glouton et et dragon. Glouton. Glouton et dragon. Mhm. Ouais. Ok. Non, c'est tout. J'ai une question plus. J'ai une autre question. Au niveau de ce que ça raconte, ça crée des liens quand même. Il y a une sorte de logique par rapport à ce qui s'est passé pendant les 16 ans, ou c'est juste. Non, vraiment, j'ai même plus l'impression qu'ils essayent de justifier le fait que. Parce qu'on n'a pas entendu Maléfique pendant 16 ans dans le film. J'ai l'impression que là, parce que je crois dans le premier, à un moment, ils disent que le temps passe plus vite dans le royaume des fées. Donc si ça se trouve, je sens la douille qui est arrivée que dans le dernier volume, elle va sortir du royaume des fées et hop, 16 ans sont début du passés. dessin et animé. hop, il y aura déjà 16 ans quoi. D'accord. Il n'y a pas des trucs comme dans ces trucs très à la mode maintenant dans tous les films, tu sais, où il faut donner des explications pour des trucs qu'on n'avait pas posé la question, comme comment Non, Han ça, Solo, non. comment Et Han c'est- Solo a son blouson. ou Et comment ça, il c'est s'appelle. plutôt appréciable. Oui, ça c'est plutôt appréciable. Après, justement. moi, ma théorie, c'est que peut-être qu'on va apprendre que elle va apprendre à se transformer en dragon dans ce truc, dans le Ah oui, dernier peut-être. show, je sais pas. Ouais. Mais D'accord. oui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je suis d'accord avec vous. T'as mais- l'impression que je suis en train de te pousser dans tes retranchements Non, ou pas mais non, mais Vas-y Jean, cuisine-le. Non, Finis-le, je suis il va d'accord. craquer, il va Je suis craquer. d'accord, c'est pas non plus un truc de ouf, mais Non, mais vas-y, Toutou, dis ce que tu penses. Hein. mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça joli. Tu peux être franc. Voilà, il a bien aimé, point barre. Et Voilà. maintenant, vous allez donner votre avis. Tu peux être franc sur tes sentiments, tu sais. Il faut savoir. Il y a le deuil, l'acceptation, la colère. Enfin, il y a des phases hein, pour tout ça. Ah, mais Allez. je l'ai choisi aussi pour t'embêter. Je voulais avoir ta réaction en voyant et j'étais très satisfait. Eh ben, Et justement- figure-toi que j'ai beaucoup aimé. Eh ben tu vois. T'as Ah. beaucoup aimé, c'est un grand mot. Donc, bon. Alors, dis-nous. C'était mid, quoi. C'était pas très intéressant, mais c'était pas nul, quoi. Non, c'est quand même un bon moment. Non, je veux dire, Oui, voilà, non, on fait et- les andouilles, c'est quand même un bon moment. C'est quand même en fait, le truc, c'est que sur les 3 issues, il se passe quasiment rien. Par contre, littéralement, vraiment, il se passe rien. Enfin, je me balade, et puis machin. Enfin, du coup. C'est vrai qu'elle se balade. Hein. Qu'est-ce qu'elle se balade et Elle elle a ramasse deux des alors. trucs. Ouais, deux alors, ouais, c'est ça. Tu la vois se balader dans des super. Moi, je trouve les décors, justement, quand il y en a, justement, sont très beaux, très graphiques, très jolis. Ce qui était intéressant dans ta phrase, c'était le quand il y en a. Et il y en a. Pas souvent, mais. Il y en a. Mais en fait, plus que les décors en eux-mêmes, c'est tous les jeux de couleurs que je trouve très beaux. Moi, j'aime beaucoup la couleur dans ce comics, plus qu'autre chose. Et les décors, en fait, je trouve qu'ils suffisent largement eux-mêmes, parce que c'est un peu mauvaise langue là-dessus de dire qu'il n'y en a pas. Je trouve que ça correspond très bien à l'œuvre. Ça me rappelle des œuvres un peu plus. D'autres types d'œuvres qui j'ai pas d'artiste en tête, mais parce que putain. On me montre une page. Oui, mais là c'est une page de comédie. Oui, d'accord. La blague. Et c'est la que comédie n'a pas besoin de décor, c'est bien connu. Mais globalement, non, il y a. Putain, je vais pas y arriver. Globalement, en fait, c'est juste que j'ai survolé, j'ai concrètement presque survolé parce que ça ne me racontait pas grand chose. Bah là, je trouve ça super la page que tu montes. Justement. Ouais. Ah, vous trouvez ça super Moi, je vous trouve ça très cool. Ouais. D'accord. Moi, ce côté presque. Justement, qui est très épuré, C'est pas je trouve qu'il marche bien. très bien. Sauf que tout le jeu des couleurs, je trouve en fait le jeu des couleurs est super beau sur Ah ça. oui, ça oui. C'est ça qu'en fait la richesse, c'est pas tant sur la quantité de dessins que sur le travail sur les couleurs que je trouve assez riche en vrai. D'accord. Qui aurait cru que mon meilleur allié ce serait XT? Donc, tu Mais je conseilles ou tu non. conseilles pas quand même? Est-ce qu'on lâche son SMIC? Non, lâche pas un SMIC dessus. Non, à la limite, si vous voulez vous découpez une page et la mettre sur votre frigo parce que vous la trouvez jolie, pourquoi pas. Mais Une page où il y aurait du décor. une page où il y aurait celle que m'a montré Matt, que je trouve jolie mais que lui trouve vide. Mais voilà. Ah mais tu vois genre D'accord. celle-là elle est sympa par exemple. Bon c'est pas du tout C'est pas- c'est pas castophonique très- mais on a une image on a une planche avec le château qui est représenté et le château paraît impressionnant, les lumières sont belles. Oui, c'est ça ça, donne c'est tout envie. le travail de lumière qui Mais est très chouette. tu passes d'une planche à l'autre après c'est peut-être pas celle-là mais celle d'avant c'est moyen quoi. Ouais, mais je trouve vraiment le choix des couleurs assez intéressant. C'est vraiment de débattre que sur le choix des couleurs parce qu'au final, c'est rarement ce qui fait la plus grosse richesse d'un comics. Mais pour autant, je trouve que là, ça m'a marqué beaucoup plus dans mon plaisir de lecture. C'est ça, plus que tout le reste. D'accord. C'est vrai que donc au niveau de l'histoire, sympa sans plus. Alors, je me souviens même pas de ce que j'ai lu là, en fait. Voilà, Soyons honnêtes, hein. au niveau des décors, il y en a parfois, et ce qui est chouette, c'est les couleurs. Ok, très bien. J'ai 4 ans, j'ai oublié de le dire.
Bata perdubatique. Oh, ça me régale. Moi, je savais pas trop où me positionner à la fin de la lecture parce que. Bah là, t'es assis sur ta chaise là. D'un côté. Dis-toi que je l'ai lu dans le train et c'était C'était ton meilleur trajet de train, j'imagine. J'ai fait une belle sieste après. En fait, c'est un récit que finalement je trouve assez vide et pourtant ça se Comme lit les super vite. décors. Ça, exactement. Et pourtant ça se lit super vite parce que tu l'as pas dit, mais les jumelles elles parlent en rime. Oui. Ce qui fait que déjà ça crée du Il y a rythme. des jumelles. Oui, Non, non, mais- ça crée du rythme. Elle est un peu antipathique. Après, on peut aimer le côté un peu méchante. Elle ressemble plus d'ailleurs au dessin animé qu'au film avec Angelina Jolie. Ouais, d'ailleurs, Paulina Ganucho, j'avais lu dans une interview que elle se basait pas du tout sur Ouais. le film live et vraiment juste sur le film original. Et même en termes de scénario, je l'ai senti moi aussi quand, avant de rentrer dans leur dimension, etc., les jumelles lui parlent et lui disent « Attention, le temps passe différemment ». Ils disent pas plus vite, ils disent différemment. Oui, c'est et là, vrai. tu te dis, il y a 16 ans qu'il faut combler en 5 issues, je crois savoir comment ça va se passer. Et je pense que ça va malheureusement Il va y avoir le fonctionner visiteur comme du ça. futur qui va les rejoindre. Exactement, voilà comment ça va se passer. Par contre, en fait, même je m'en fous un peu de savoir comment elle élargit son pouvoir, comment elle va devenir Enfin, je me dis 16 ans, au pire, elle aurait pu s'entraîner, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de plus. Par contre, entre les jumelles, entre elle et surtout moi, mon personnage préféré qui est le squelette, qui dès son entrée, tu comprends que ça va encore apporter autre chose parce que les personnages sont pas drôles, mais lui, il l'est. Et l'issue 3, elle passe à une vitesse parce qu'il y a vraiment des scènes comiques qui sont vraiment chouettes et qui sont vraiment drôles. Où je me suis dit vraiment, là, je passe un bon moment et c'est vraiment agréable. Visuellement, c'est pareil. Je suis un peu mitigé parce que la couleur, il y a des couleurs très pastel. Ça se voit que par moments c'est dessiné à la craie ou un effet craie en tout cas, et je trouve ça super joli, c'est bien amené. Le personnage de Maléfique, il est très simple mais en même temps on le reconnaît Très iconique, immédiatement. ouais. Par contre, sur le squelette, je trouve que ça fait vraiment brouillon quoi. Et par moments j'ai vraiment l'impression que c'est des premiers jets quoi. Elle dessine en croquis un peu il. Parce que c'est Théo Schultz. Il dessine en croquis, il a son croquis, il fait ok, c'est bon, allez basta. Et il y a par moments, j'ai l'impression que c'est plus en mode genre on n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire plus précis, alors que sur certains décors. Parce que le temps passe différemment. Exactement. Sur certains décors, vraiment, il y a de l'attention qui est portée, il y a vraiment de la précision. Et d'autres, c'est vraiment. Bon, il fallait faire cette planche, j'ai les trucs principaux et basta. Et je trouve ça un peu inégal. Je trouve ça vraiment, vraiment inégal. Mais voilà. Donc. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que c'est à conseiller Je sais pas. On va dire, je sais pas, parce que c'est chouette à lire peut-être pour des enfants, pour des jeunes. Après, je pense qu'il y a plus intéressant en comics jeunesse à donner et que ça soit plus régulier. Parce que là, c'est de la commande Disney, quoi, on le sait. Alors, Oui. t'as pas dit chez qui c'était édité? Oui, c'est édité chez. C'est pas sur Marvel. Dynamite. Non, c'est Dynamite. C'est Dynamite. Parce que Là, c'est- Dynamite s'occupe de toutes les licences Disney en fait. D'accord. Ouais, là, c'est bien estampillé Disney. Donc, C'est donc vrai c'est- qu'on en avait parlé sur Picsou aussi. Ouais, mais Picsou, c'était sur. Justement, Picsou, ce qui était intéressant, c'est que c'était produit par Marvel. D'accord. Contrairement, Bon, contrairement aux comics DuckTales qui, eux, sont faits chez Dynamite. D'accord. Dynamite. Dynamite. Ça veut juste dire que Disney n'a pas encore racheté Dynamite. C'est plutôt qu'ils sous-traitent. Ouais, d'accord. Ouais, plus en fait, simple. c'est ça, hein, parce que Dynamite, c'est vraiment un éditeur qui fait de la licence, quoi. D'accord. Donc, c'est un peu histoire de créer du Je sais contenu. plus si c'était pas chez eux qu'il y avait The Boys à la base, quand même, par exemple, pour référence. Ah ouais La série The Boys, je crois qu'elle a commencé chez Dynamite. Il faut que je vérifie, il me semble que c'est le cas. Bref. Bien Par fait. contre, Oui. si vous voulez des covers très classe, Oui. Ah, les là, covers sont ouais, magnifiques. là c'est cool. Ouais, j'ai vu les covers. elles Là, il y sont- a elles sont vraiment des splendides. cool covers. Les covers sont vraiment très chouettes. Mais en même temps, ça se voit que c'est un truc de commande, quoi. Parce que l'issue 1, il y a beaucoup de covers. L'issue 2, il y en a un peu moins. Mais par contre, ouais, c'est Elles sont très belles, ouais. c'est très chouette. C'est un truc un peu entre deux teintes, quoi. Tu sais que c'est de la commande. Ouais, Moi, je trouve ça. Enfin, là, ce soir, on va beaucoup parler d'indé. Parce que les deux autres sont de l'indé. Moi, je trouve ça intéressant aussi de regarder un peu ce qui se fait dans la licence. Parce que je pense qu'il peut y avoir des pépites qui peuvent se trouver dans ce domaine-là. Il faut creuser un peu. C'est ce qu'on fait à chaque fois, mais on a des surprises. de temps en temps. Ouais, et c'est pour ça que moi je voulais le proposer parce que C'est pas moi en bien, tout cas Mm. le dessin m'avait plu et je trouvais que ça allait plus loin que juste un truc de
comme ça allait plus loin déjà que la première version de Maléfique qui est sortie en 2023 Ouais. et qui était vraiment inutile. Là, je trouve il y avait quand même un semblant d'histoire, un style un peu différent de ce qu'on voit dans les comics à part. Après, oui, je suis d'accord, c'est pas. Et par rapport au film, t'en penses quoi? Moi, je les ai pas vus. Moi, j'adore le premier film Ok. live. Il est très cool et une bonne réécriture. Il y en a 2. Il y en a un deuxième, je crois qu'il est vraiment pas ouf. Je l'ai Ah, pas vu, d'accord. mais je crois qu'il est vraiment pas bien. Et c'est ce qui t'a donné envie de choisir ce comics? C'est parce que ce film-là t'avait inspiré ou c'est plutôt La Belle au Bois dormant à la base? C'est un peu des deux. Un peu de deux? Ok. Un peu des deux. Bon, bah écoutez, merci vous trois pour cette review. Alors, difficile hein, de résumer, hein, c'est très entre deux, hein, on va dire c'est très mid. Voilà. On n'a pas fini. Vous avez passé un bon moment, mais en même temps, bon, ça raconte pas énormément, c'est beau, mais pas que. Bref, c'est si vous êtes fan de Disney, si vous avez envie de découvrir un aspect d'un personnage iconique de Disney, pourquoi pas. Voilà, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais c'est pas une cata. Voilà, c'est difficile. Hein, Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je m'attendais à pire. Bon, ok. Vraiment, quand Toutou l'a choisi, je me suis dit, oh là là, Ils on m'ont va insulté. partir. Tu t'es Non, dit, non, on troll. va pas insulter. On en a parlé et il a mis le même, tu vois, des 3 dragons, les 2 têtes l'hydre, pardon, avec Ouais. 2 têtes sérieuses et l'autre tête un peu fofolle. Et vraiment, c'était C'est moi, vraiment la ça tête quand je fofolle. lui ai dit, ah cool, on va faire que de l'indé. Il a fait, ouais, ton indé avec le sien qui est en Maléfice en mode. Et franchement, franchement, je pense que j'ai passé un meilleur moment que sur un des 2 comics dont on va parler après. Très bien. Eh bien, le comics dont on va parler après, ce sera celui de XT. Par exemple. Comment ça, on va parler du mien? Ok. Qu'est-ce donc? Je vais vous parler d'un comic qui s'appelle It Killed Everyone But Me, Ok. qui est donc un comics édité chez Mad Cave, écrit par un monsieur Ryan Parrott, qui a écrit en l'occurrence du Power Rangers et du Sun Rocks ou Roxxon, je ne sais plus. Roxanne. Roxxon, merci. Et au dessin, on retrouve Laetitia Cadonici, qu'on a déjà retrouvé sur House of Slaughters, qui est un spin-off de la série Something is Killing the Children. Donc voilà, pour l'état des lieux. Et pourquoi c'est important, plus ou moins, de préciser la dessinatrice dans ce contexte? C'est parce qu'en fait, on reste sur une thématique d'horreur, comme l'était Something is Killing Voilà, the Children. est-ce que tu as fait un petit AVC au milieu de cette phrase Oui, complètement. Donc dans l'horreur, comme dans Something is Killing the Oui. Children, Petit AVC, quand même, pas gros, Bah non. un peu de respect. on aurait appelé les secours. 4 tout à l'heure, 4, on a dit 4 bien. Donc du coup, de quoi donc ça nous parle? On se retrouve avec l'histoire de Sutton qui, dans les années 90, se retrouve avec une bande d'amis et se trouve qu'en fait il y a un massacre de tous ses potes sauf elle, d'où le titre de la série. On est sur une histoire en 5 ou 6 numéros, j'ai un trou maintenant, on est sur 5 numéros et 5 numéros et ça se finit, je me permets de le dire parce que j'ai scrollé rapidement jusqu'à la fin, ça se finit en 5 pour le moment, même si ça pourrait ouvrir un petit peu plus si ça le souhaitait. Donc du coup, on prend sur cette histoire, en fait, on sait que ça s'est passé, on retrouve ce personnage 30 ans plus tard, femme divorcée, des gamins, enfin fille surtout, et tout se passe bien en fait, fondamentalement, elle vit sa vie, elle a laissé un peu tout ce qu'il y avait derrière elle, sauf qu'il se trouve qu'il commence à y avoir des meurtres un peu paranormaux, inexpliqués, qui commencent à arriver sur des jeunes, des adolescents. Dans ce moment. Et le truc, c'est que ça commence à lui rappeler des souvenirs parce que elle se dit oh merde, ça recommence, qu'est-ce que c'est que ce bordel, des PTSD, etc. Et aussi au tout début du comics, on la revoit quand on a des flashbacks d'elle au suite de ses meurtres, on l'a vraiment toute seule, pleine de sang. On se dit que ça va être un peu traumatisant et 30 ans plus tard, évidemment, c'est un peu traumatisant. Donc évidemment, ces enfants qui disparaissent ne passent pas inaperçus. On a aussi un détective qui va être appelé à cette histoire et qui va aller retrouver elle parce qu'il trouve que ça ressemble un peu. Enfin, elle se dit qu'elle doit se voir quelque chose parce que c'est un peu chelou aussi. Et de fil en aiguille, je vais essayer de pas trop spoiler pour pas aller trop loin. On va se rendre compte qu'en effet, il lui est arrivé, elle, en fait, elle dit
le mec lui demande comment est-ce que vous en êtes sorti quand vous étiez jeune. En fait, elle dit écoutez, c'est un démon, je l'ai arrêté. Mais comment est-ce que vous faites pour l'arrêter? Non, enfin, je l'ai pas arrêté, je l'ai capturé, enfin, je l'ai arrêté, quoi. Il est pas mort, il est encore là. Et comment faire pour le truc, c'est que en fait, ce démon il est encore bien emprisonné, pas de problème. Donc ça veut dire que c'est un autre démon qui commence à faire pampan, cucu, ouais, je avec tue les enfants. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Et C'est ta chronique, tu assumes. oui, je suis tout mes propos. Et donc. Dans cette histoire, elle va essayer elle va le rejoindre avec le détective, le détective n'en croira pas plus ou moins ses yeux quand ils vont voir l'ancien tueur qu'elle a capturé, qui est condamné dans une maison dans laquelle il ne peut pas vraiment sortir, et elle va lui demander des conseils, des informations pour essayer de retrouver qui est le tueur. Et en fait, il y a une vraie vibe, le silence des agneaux. Oui, en fait, c'est vraiment j'ai pensé, du coup, au moment où tu tout, l'as dit, ouais. tout le truc. Je trouve qu'il y a une vraie vibe globalement silence des agneaux dans toute cette histoire. Vraiment le tueur qui est en effet pareil diabolique, qui demande des trucs en échange pour donner des informations. C'est vraiment ça. Mais dans toute cette histoire, on ne sait pas comment elle l'a arrêté elle. En tout cas, et il se présente sous la forme d'un humain, d'un humanoïde. C'est un humanoïde avec des longs cheveux blancs, voilà, et une couronne sur la tête, plus ou moins. Voilà, humanoïde quoi. Et donc elle part à la recherche de ce démon, et je m'arrêterai là en gros pour le résumé global. D'accord, et qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça assez divertissant, plutôt positif. Moi je crois que je suis un des seuls à avoir bien aimé le dessin, je trouve ça assez chouette, mais c'est très proche de Something is Killing the Children. Je n'ai plus le dessinateur original de la série. Werther Dell'Edera. Bon, voilà, mais qui en effet reste un peu en deçà de l'original, on va dire, mais qui fait très bien le taf pour ce type d'œuvre, je trouve, avec le jeu de couleurs qui y va. Ça secoue la tête à côté. Votre tour viendra. Un jour, mon tour viendra. Et donc, globalement positif, parce que même moi, j'aime beaucoup Le Silence des Agneaux, comme beaucoup de gens aiment ce film. Je ne suis pas tout seul non, dans cette clairement. folie. Non, c'est un chouette film. Et ce un peu rip-off commun qui mélange un peu ces deux œuvres, écoute, pourquoi pas. Plutôt chouette. Ce qu'il y a de secret est secret comme il faut. Enfin, c'est bien relativement bien amené. C'est assez court. C'est-à-dire que ça va relativement vite, et surtout que ça va relativement vite. Ça pourrait prendre un peu plus son temps. C'est rare qu'on dise ça, mais je pense, mais là pour le coup ça va vraiment à l'essentiel. Je pense qu'il y a une question d'impératif. 5 numéros terminés, il faut que tu finisses ton truc. Et ce qui est aussi d'un côté pas plus mal, parce qu'au moins ça s'éternise pas. Oui, c'est bien. Mais il y a peut-être un peu beaucoup de personnages. En fait, il y a pas mal de personnages qui pourraient être développés, et en fait ça prend pas forcément toujours le temps de le faire. Ça va vraiment droit au but avec ça. Il y a aussi un petit problème des dessins, si tu entends, c'est que de temps en temps tu dis c'est 30 ans plus tôt ou c'est maintenant. C'est un peu confus de temps en temps la temporalité des événements. Genre les scènes, tu comprends que c'est 30 ans plus tôt, mais le dessin de Sutton, t'as du mal à voir. Tu vois pas la différence entre elle a 40 ans et elle a 10 ans quoi. Enfin j'ai un peu. Mais... Non, elle a 16 ans, mais. Oui, 16, oui. C'est un peu problématique ça quand même. Ouais, c'est un peu problématique pour le coup dans la fluidité de la lecture. Mais après, une fois qu'on a bien remis le contexte dans la page, ça va. Très bien. Donc, plutôt bien, positif. mais pas top. Bien, mais... Après mid, on a bien, mais pas top. À côté, j'ai l'impression que on n'est pas sûr d'avoir le bien. Non. Tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, narrativement, j'ai bien aimé. Ok. Enfin, comme tu as dit, ça va à l'essentiel, mais je trouve que c'est bien rythmé entre les phases dans le présent où l'enquête avance, même si au final, l'enquête, c'est juste, on va demander au démon, mais il y a ce jeu entre il faut en dire, mais pas trop au démon, et ce qui va permettre d'avoir des indices sur la menace. Et puis, en même temps, tu as les flashbacks sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et je trouve que ça marche super bien. Moi, ça m'a accroché. J'étais à fond. Mais je sens poindre un mais. Et le mais, pour moi, c'est le dessin. Okay. Parce que je trouve que pour un truc horrifique
avec un concept avec des démons et avec des designs de démons qui sont plutôt stylés quand même. J'ai plus le nom du démon principal, celui qui a une couronne, ou l'autre qui est vraiment méchant, mais ils ont un style un peu horrifique. Vraiment, ça fonctionne bien. Mais je trouve que niveau dessin, ils auraient pu aller tellement plus loin dans l'horrifique, justement, tellement plus dans des poses vraiment iconiques qui font vraiment peur. Et là, il y a, à part quelques cases qu'il peut y avoir par moment, comme celle que tu as en face là, il n'y a pas tant que ça de moments où vraiment je me suis senti mal, quoi. Alors que pourtant il y avait de quoi faire et vu tout ce qui se passe, même dans la période flashback où Sutton, on voit comment elle a réussi à capturer le démon et comment elle a perdu tous ses amis. Parce que le démon a tué tout le monde sauf elle, au final, à aucun moment vraiment tu sens le côté film d'horreur poisseux ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est pas que c'est le truc qui me tente le plus, mais je pensais que ça allait être ça. Oui, c'est que par rapport à ce qu'on te raconte, c'est ce que tu voudrais voir c'est ça. dans l'illustration. Donc, mais en tout cas, moi j'ai lu les 5 issues. Voilà, l'histoire est chouette, c'est cool et j'aimerais bien en voir plus. Ça sert ces moments où ça te choque barre comme il faut au bon moment, genre des trucs un peu surprenants, tu fais genre waouh, ah oui, ok, enfin genre ouais, mais il y a des scènes tu fais genre d'une case à l'autre tu fais ah ouais, ils ont osé, enfin genre ils ont osé plutôt positivement. Ouais, mais en même temps à chaque fois je me dis genre avec cette idée ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans la mise en scène, on est sur un comics, mais dans le découpage, dans comment ils ont mis en place la page. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, ils essaient de nous choquer, notamment avec la planche que tu parlais avec Tuktu, où c'est dans l'issue 2 où tu as une sorte de... Le démon va insérer quelque chose dans la bouche du prisonnier qui est étonnamment pas censé être dans la bouche de quelqu'un, mais par contre c'est choquant, c'est marquant, c'est impressionnant. Et derrière, après, tu vas voir notamment dans les flashbacks, une sorte de tuerie, mais ultra classique, presque slasher, alors que c'est un démon, et en mode genre, il y a même plus d'inventivité en fait. C'est trop, c'est pas assez régulier sur l'horreur graphique qu'il veut vraiment mettre en avant. Je trouve que avec le démon qui est dans le présent, ils y vont à fond. Et avec le démon qui est censé être le plus fort et une entité maléfique, ancestrale, etc. Lui, il est vraiment... Enfin, c'est gentil. Enfin, tu le mettrais un Ghostface, en fait, ça te fait un épisode de Scream, quoi. C'est vraiment le Silence des agneaux, je trouve, là-dessus. Enfin, tu vois, il est pas... mais tu vois, justement, avec un démon qui peut voler, qui peut faire plein de trucs, qui a l'air vraiment terrifiant, je réalise que je ne me souviens d'aucune des morts des amis de Sutton. Alors que ça aurait dû être le truc qui me marque, quoi. Il y aurait dû avoir... Moi, je me souviens de la main. Ouais, oui, il coupe une main, quoi. Oui, voilà. Non, mais voilà. Oui, non, mais c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le truc le plus choquant qui se passe, qu'on voit. Tout le reste, c'est dans l'ombre, quoi. On le voit pas. Et donc, Mathie, tu devais finaliser ton avis. Si je devais finaliser mon avis. Alors effectivement, visuellement, en fait, moi, ce que j'adore chez Mad Cave, c'est que c'est vraiment un éditeur de série B. C'est vraiment un éditeur pour, si tu veux faire un G, tu sais que c'est pas exceptionnel, mais ça peut être un bon exercice. Et il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui, alors Mad Cave c'est assez récent, mais il y a des artistes qui ont encore des séries en cours chez Mad Cave qui bossent maintenant pour Marvel, DC ou Image. Parce que en fait c'est cool de commencer chez un éditeur où il n'y a pas de pression. On te dit sûrement, je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais faut que tu fasses un truc en 5 issues. Dans tous les cas, ça sera publié comme tel et prends une équipe créative et amusez-vous et faites ce que vous voulez. C'est un peu Roger Corman de la BD, quoi. Oui, peut-être. Ça se trouve, c'est lui qui a fondé la maison. Je sais absolument rien. Et par contre, tu vois, donc la dessinatrice, dont je n'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Laetitia... c'est Alessandro Santoro. Non, c'est Laetitia Candonici. Candonici, qui a aussi travaillé sur un spin-off de House of Slaughter. Donc sur House of Slaughter... Voilà. House of Slaughter, qui est le spin-off de Something is Killing the Angel, qui est dessiné par Werder Dell'Edera. Ils l'ont choisi, elle, parce que son style se rapproche. Mais ça se voit que son style ne fait que se rapprocher, qu'elle n'a pas encore ce niveau pour vraiment l'égaler, ou en tout cas le surpasser. Et son style à elle peut-être aussi plus... Ouais, spécifique. peut-être différent. Et là, en fait, t'as l'impression de voir du Werder Dell'Edera en fait, en série B. C'est un peu le côté Mad Cave chez l'éditeur. Hein. Ouais, c'est vraiment chaque fois de se récupérer...
les phases B des dessinateurs populaires. Enfin, C'est donner de la voix à des artistes un peu plus underground. les jokers, on appellerait ça plutôt les jokers des dessinateurs populaires quand ils sont en vacances, ou j'en sais rien. Quoi, mais... Et en soi, je suis pas contre. Au contraire, parce qu'elle a vraiment un style qui s'assimile très bien avec l'horreur, notamment quand elle dessine ses monstres. Le monstre du présent est hyper bien designé. Ouais. C'est hyper cool d'avoir cette entité étrange et terriblement machiavélique. Par contre, ouais, en effet, dès qu'on sort de ça, les discussions entre personnages humains, on s'en fout, c'est pas très beau. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à créer, on va dire, de la tension ou quelque chose, comme tu disais, de gras, de sale. Et le personnage du démon principal qu'on va voir dans les flashbacks notamment, il fonctionne bien. Mais il est mal mis en scène pour qu'il soit vraiment effrayant ou vraiment impressionnant. Disons qu'il est un peu le stéréotype du démon avec les cheveux blancs, quoi. Enfin, Ouais, voilà. D'accord, il n'y a pas de grande originalité là-dessus. J'ai l'impression de voir Spike avec des cheveux blancs dans Buffy, quoi. Et avec les cheveux longs. Et je suis en mode genre, bah ouais, mais Spike, il était sexy, t'avais envie de le suivre, et il était souvent bien mis en scène. Là, il manque quelque chose. Il manque 2-3 petits trucs. Après, qu'est-ce que ça raconte vraiment Je trouve que ça raconte. Attends, je t'arrête 2 secondes. bien sûr. Pendant ce temps-là, que tu es en train de regarder un truc sur les mangas sur ton ordinateur. Voilà, c'est bon, tu peux recommencer. Oui, Oh, wow, parce c'est que balance. Je sais pas le dénoncer. Parce que j'allais faire une reco vite fait juste après mais vas-y. C'est pas joli, XT, c'est pas joli. Il y a Matt aucune reprend. solidarité. Tu sais de quel côté j'aurais été en 40. En fait, surtout que contrairement à Maléfique, je trouve que le récit, il essaye de. On les a perdus. On les a perdus. Non, parce que moi aussi, je peux te dénoncer. Hein. On les laisse un petit peu. on va Ouais, s'éteindre. ils vont se battre. Alors, vous avez réglé vos comptes? Ils vont se tirer l'oreille. Est-ce qu'on peut laisser Matt finir son avis, s'il vous plaît? Pourquoi Non, tu débranches mon casque? On va pas Pardon, s'en sortir. Matt, En fait, contrairement à Maléfique, qui vraiment ne racontait rien, là au moins il essaie de raconter quelque chose, de parler de thématiques de la folie des hommes qui sont prêts à invoquer des démons pour résoudre certains problèmes ou pour se venger d'autrui. Ça peut parler aussi d'accepter ses traumas, et en tout cas de les faire suffisamment rentrer dans sa vie pour que ça ne les isole pas avec les autres. Mais pour avoir lu les 5 issues, c'est tellement évacué rapidement, et j'ai été tellement déçu puisqu'en fait il y a vraiment une double temporalité, le passé et le présent jusqu'au bout. Et le passé il se termine mais d'une manière assez simpliste, alors qu'en fait ça reste un démon, il y a quand même quelque chose de pesant. On se dit mais comment elle a réussi à s'en sortir, quoi. Et tu vois comment elle le fait, et tu te dis ah d'accord, c'est pas si compliqué en fait. Alors que la fin du présent ouvre une sorte de cliffhanger en se disant c'est bon, let's go, on va s'éclater. Et là, t'as envie de dire en fait, c'est ça que j'aurais aimé voir dès le début. En fait, peut-être qu'on s'en foutait un petit peu du passé. Parce que toute la partie pourquoi je m'en suis retrouvé là, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les steaks? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est pas juste que tu ailles chasser des démons avec un autre démon mais en fait, ça aurait été intéressant si la chute était pas aussi mid, quoi. Enfin, s'il y avait eu parce que tout ce que tu dis sur pourquoi est-ce qu'on invoque des démons pour avoir des soucis, etc. C'est hyper intéressant. Mais comme tu dis, dans le comics, ça va nulle part, quoi. Ouais. Donc c'est assez mid. Je recommanderais pas. Pourtant, je pense que si on est avide de récits d'horreur, ça peut donner des pistes sur des peut-être futurs écrivains, ou en tout cas futures dessinatrices qu'on pourrait retrouver rapidement et se dire ok, elle a commencé comme ça, et peut-être dans 5-10 ans on se dira est-ce qu'on se rappellerait pas de ce comics à titre à rallonge qui ne sont jamais un bon signe. D'ailleurs, mieux que mid plus Maléfique ou moins Maléfique, tu vois, est-ce que tu classes comment dans le mid? Parce que moi je le mets un tout petit peu au-dessus de Maléfique, mais juste parce que le scénario est plus intéressant, quoi. Ouais, allez peut-être un petit peu plus au-dessus de Maléfique parce que il y a un peu plus d'idées, quoi. Il y a un peu plus d'idées. Après, par contre, elle a, en termes de cover, il tapate avec une cover dessinée par Rory Corona. Et là, tu dis oh là là, Mad Cave, ils ont mis le chèque. Et après, tu tapes les covers de. J'ai noté le nom de Trevor Henderson. Et là, tu pleures du sang. Tu pleures du sang et tu dis pourquoi pas avoir pris d'autres T'as artistes. une cover où t'as un personnage qui s'arrache le visage et tu vois plusieurs yeux. C'est super beau. Et tu te dis, ça va être comme ça dans le comics? Et ça n'est
Ça n'arrive jamais. Ça, c'est la belle cover. Oui, mais ça, quand même, le coup de la cover qui tapate. Qui tapate. Ah, mais là, c'est pas seulement. Enfin, ça, c'est Ça, mensonger. c'est la belle quoi. cover. Ouais, elle est magnifique cette Et cover. là, la cover de Trevor Anderson. Bam. T'as déjà lu Atomic Center? Ça donne envie, hein. Mais excusez-moi, parce que je découvre une image. Il y a le commissaire Gordon dans cette série. Oui, mais Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Je vois un personnage roux avec la moustache. Tu parles de toi, tu veux dire? Tu es dans le comics, Dans le comics. mais je te souhaite pas d'être dans ce comics du coup. Et ni Je ne d'être ce suis pas roux, personnage. je suis blond vénitien, ok. Bon, si on résume, on peut parler quand même d'une sympathique série B. d'horreur. Oui, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça. voilà, Comme ça. ouais, Sympathique parce que série B. sympathique. Ça se lit bien. Ça se lit Voilà. bien en vrai. Ça se lit bien. Vous voulez un no-brainer un peu d'horreur sympa, qui est court, et que vous vous dites, ok, j'ai besoin de 5 issues, et que ça va terminer, j'ai pas envie de me dire avoir un truc à rallonge, voilà. Parfait. Voilà. Voilà. J'ai envie d'un truc qui me prendra pas trop de temps et qui, si possible, va pas trop me surchauffer le cerveau et pas m'intéresser plus que ça. C'est parfait. Non, qui va t'intéresser, mais qui sera sur 5 numéros, c'est terminé, tu as une petite histoire sympa, genre tu prends le train, tu vois. Tu prends le train, tu veux que ce soit fini. Ta phrase était plus longue que le comics. Non mais, Mais ce, voilà. ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est, moi par exemple, dans mes vices cachés, il y Je a pense tout pas ce qu'on qui parlerait autant de ce et- comics. et tout, en termes de séries télé par exemple, tout ce qui est New York machin chose, Law and Order, j'adore. Mais justement parce que je regarde ça d'un œil, je regarde ça en faisant autre chose. Ouais, je regarde ça, C'est Est-ce- la version série B d'Hannibal. est-ce que c'est un peu de cet ordre, c'est-à-dire Oui, c'est le un peu procédure. cet ordre. Oui, c'est un peu de cet ordre-là. C'est le truc que tu lis en attendant le train et t'es content, tu vois. T'as pas besoin c'est pas du Alan Moore que tu vas devoir réfléchir à une phrase 10 fois la phrase, quoi. Je pensais pas qu'on parlerait d'Alan Moore dans cette émission. Non. En fait, moi, ce que je trouve que hyper triste, c'est vraiment le titre du film, quoi. Enfin, le titre, pardon, du comics, c'est vraiment It Killed Everyone But Me. Je trouve déjà ça rallonge, et puis même c'est pas ouf, quoi. C'est- Après, tu sais, pour trouver après, ça aurait été quoi le titre? Me Killed. Enfin, Ça aurait pu être un isekai, It Killed Everyone But Me, et maintenant je suis une petite fille dans un château. tu sais, tous les titres sont déjà pris, quoi. Monster, c'est déjà pris. Non, mais je suis d'accord, mais au moins le combien nom d'œufs ça du peut- démon, au pire, tu vois. Ouais, Le nom démon. du démon. Bon, il est pas si ouf que ça le nom du démon. Je crois qu'il s'appelle Ethan, un truc comme ça. C'est pas. Ethan, il s'appelle Ethan. Ethan, ouais, il s'appelle c'est ça, Ethan, ouais. Ouais, Sinon, tu vous vois, connaissez le comics Attention. L'auteur immortel? Bien, on va donc passer au comic suivant. Il est très bien ce nom de comics. Hein. Oui, celui-là est pas mal. Il est mortel. Alors, donc bon, alors on avait un mid, puis un mid série B. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Eh ben, on va prendre un mid haut de gamme. Ah, Bah non, parce qu'en fait, on va chez Image Comics, donc techniquement, c'est l'indé qui n'en est pas. Voilà, exactement, C'est c'est quand même la la bonne troisième définition. plus grosse boîte de comics. Mm. On a dit qu'on faisait que de l'indé parce qu'on va pas chez DC et Marvel, mais Image, c'est. mais on peut plus vraiment triche parler. un peu, quoi. Ouais, on peut plus vraiment parler d'un dé. C'est comme Ah, le si. Image, c'est le I de indé. Voilà, il faut le. Merci Robert Kirkman. Donc, The Author Immortal, l'auteur immortel. Voilà, c'est le nom de la traduction. C'est une ongoing, donc publiée depuis octobre 2025 chez Image Comics. Où il n'y a pas de limite. On va jusqu'au bout. À l'écriture, on a Frank G. Barbier qui a écrit Valiant Love, Five Ghosts, un peu de chez Marvel et un peu de chez DC aussi, mais beaucoup d'indés. C'est vraiment sa patte. Il a bossé pour Mad Cave, pour Image, pour Dynamite, fait plein de choses. Mais il est encore au début de ces choses. Au dessin et à la couleur, on retrouve Morgan Beam. Elle a dessiné sur Young Belong Here, qui est vraiment un comics indé pure souche. Et aussi Swamp Thing Twin Branches. Donc là, voilà, c'est aussi une sorte de webcomics d'ici. Voilà, c'était vraiment un projet parallèle et c'est ce qu'il a fait aussi pas mal connaître parce que c'était plutôt de bonne qualité. Et au lettrage, on retrouve Hassan Osman Elaou, qui lui est maintenant aussi une superstar du lettrage, puisqu'il avait bossé déjà pour Beneath the Trees, pour pas mal de Batman, pour Blue Flame, enfin bref, plein de projets. Alors de quoi ça va nous parler? Moi je vais vous parler uniquement de la première issue, parce que elle fait 48 pages. Ok. Voilà. C'est une ongoing, mais on commence très fort, très dur. Et heureusement, parce que ça va installer énormément de choses, énormément de bases, pour la suite ensuite se développer sur la narration. Actuellement, il n'y a que 4 issues qui sont sortis depuis octobre 2025. Les suivantes sont aussi cossues ou elles reviennent Non. Après, on revient sur un rythme à 30 pages et on verra que ça change un peu. C'est pas du tout le même rythme aussi. Ok. Voilà.
Donc dans cette première issue, on va commencer à Londres en 1953. E.L. Vossler est un écrivain fondateur de la fantasy avec sa saga mondialement connue qui s'appelle The Mage's Apprentice. Donc on le retrouve dans sa bibliothèque en train d'écrire une lettre d'adieu. Il se reproche de ne pas avoir pris l'argent, d'être entouré d'ennemis et de vautours. Il s'agit aussi d'une lettre d'excuse à Alethea, qui est le personnage principal de ses romans. Mais pas que. Parce qu'en fait, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les deux Qu'est-ce qui se passe là Alors, on est alors. Attention à nous. On est obligé de. On a perdu les deux autres. On ne sait pas ce qui se passe. Matt Apertubatic se bat pour faire sa chronique. Je tourne la tête, je regarde son écran, je vois des poulets, des trucs attachés aux pieds, je fais mais pendant ce temps-là que tout te regarde sa liste de jeux BDSM. Oh là là. On va vous séparer tous les deux, hein, comme à l'école. Hein. Chacun d'un côté de la table. Hein. Pardon, Matt. Continue. Pas de bière pour vous deux après l'émission. Hein. Alors, Vous êtes déjà complètement HS. Hein. on part tous les deux, Jean. En amoureux. Alors, Vas-y, continue. Fais pas comme si on était là. prenez une grande respiration et laissez Matt continuer sa chronique. Et donc, on parlait de quoi ? On parlait, oui, de cette fameuse lettre d'excuse que nous écrit Vossler, qui est adressée à Alethea, qui est le personnage principal de son roman, mais pas que, puisqu'en fait, on découvre un corps dans une sorte de cube en verre illuminé par une lumière solaire dans cette bibliothèque-là, et il s'avère que c'est Alethea, une jeune fille aux cheveux bleus, totalement inerte, en apesanteur. On ne sait pas si elle est morte ou simplement endormie, mais face à ce spectacle, Vossler se saisit d'un poignard orné d'une plume et se le plante dans le cœur. Son sang se change alors en encre. Ok. Passe maintenant des années plus tard. On fait la rencontre de Hector Ramirez, qui est peut-être le plus grand fan de Vossler depuis son enfance. En tout cas, il en est devenu un spécialiste. C'est avant tout un romancier, amateur à ses heures perdues, mais il est enseignant dans la littérature et signe parfois quelques essais sur le travail notamment de son artiste favori, Vossler. Et si sa carrière semble correcte, sa vie personnelle est plus moribonde. Il a déjà divorcé suite à son inaptitude à rester fidèle. Hector est fiancé maintenant à sa manageuse, Sheila. Turns out, en fait, il la trompe aussi. Mais bon, elle n'est pas au courant. Mais on n'est pas là pour juger, mais on le juge quand même. Parce que On juge fort. Voilà, on juge fort. Mais Hector, il a aussi un fils en pleine transition, d'environ 16 ans. Il préfère qu'on l'appelle Al, parce que on peut le dire, son dead name c'est Alethea. Mais donc, on va l'appeler Al. Ce qui est complètement accepté par Hector, notamment sa transition, mais il a encore un peu de mal à l'appeler par son prénom Al. Et pardon, je te coupe, mais tu dis fils, mais ses pronoms, c'est plutôt they, donc plutôt Yel. Ok, d'accord, donc c'est on est Yel. plus. Ouais, donc c'est non-binaire. Il n'y a pas vraiment. Ouais, Ok. C'est plutôt une personne non-binaire. Je suis pas sûr qu'elle s'identifie comme un homme. Ok. Mais voilà. Ouais, ok, d'accord, très bien. J'avais raté un peu le they. En tout cas, c'est une personne trans. Ok. C'est sûr. Ce qu'Hector ne sait pas, c'est que sa vie, elle va changer aujourd'hui. Il est invité par la grande Deborah Luckwell pour travailler sur un projet. Deborah Luckwell, en fait, c'est l'autrice la plus connue dans le monde grâce à des romans d'adolescents. Et le problème, c'est qu'elle se retrouve un peu cancel, un peu dans la tourmente, notamment par la communauté trans qu'elle considère comme ne pas avoir existé. Ça te dit un truc ? Ouais, vaguement. Non, voilà, ouais. Bref. Mais le truc, c'est que le deal il est quand même assez alléchant. Parce qu'en fait, Deborah Luckwell vient d'acquérir les droits de toute la bibliographie de Vossler. Et elle aimerait bien relancer un peu la franchise. Faut se faire de la thune. Donc elle propose à Hector d'écrire à 4 mains ce petit reboot. L'objectif de Deborah est assez clair, utiliser l'absence de notoriété d'Hector pour le modeler à sa manière, à son image et en tirer parti sans mettre vraiment son nom dessus. Parce que bon... Bah oui, ce sera son nom à elle. Exactement. Et donc Deborah ne laisse pas vraiment Hector choisir. Hein. C'est félicitations Hector, vous allez être un vrai auteur. Et c'est tout. Il n'en faudra pas plus pour Hector qui a quand même un certain ego, malheureusement. Et donc sa première mission, ça va être de se rendre au château de Vossler en Angleterre pour s'imprégner et trouver des récits qui pourraient être utiles à ce projet. Voilà, on ne vole pas le travail des autres, on s'imprègne, on s'inspire. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est les vacances scolaires et Hector doit emmener Al avec lui. Et comment vous dire qu'entre profiter du spring break et passer ses vacances au fin fond de l'Angleterre, notre pauvre Al n'apprécie pas trop ce que lui impose son père, mais c'est son père, comme lui dit dans le comics, en fait tu fais ce que je veux, voilà, et ça s'arrête là. Vive la majorité.
Et pendant ce temps, on en apprend un peu plus sur Deborah Lockwell. Il semblerait qu'elle puisse plus pouvoir vraiment écrire sur son ordinateur. Dès qu'elle essaye d'écrire, ses doigts se crispent, se déforment, comme si une malédiction prenait part. Et en fait, on comprend que suite à un pacte avec une entité, peut-être démoniaque, il semble qu'elle ait voulu un peu tricher et ça se retourne contre elle. Et c'est peut-être aussi la cause d'un autre mal. Il s'avère que partout dans le monde, les livres de Vossler semblent dégouliner de l'encre, faisant alors apparaître un monstre difforme. Imaginez un cauchemar d'encre avec des mains, des ailes et une gueule béante et des dents, énormément de dents, prêtes à tuer quiconque en face de lui. Ok. Notre père et Hal se retrouvent donc vers un piège, peut-être. C'est ce qu'on va découvrir dans la fin de cette première issue, où nos deux protagonistes vont tomber nez à nez avec notre fameuse Alethea, sous stase, comme nous l'avions aperçu en 1953. Mais le monstre est déjà là, et il les engloutit dans une mare d'encre. Hector se réveille alors dans une forêt quasi féerique, et fait la connaissance d'Alethea, une énorme hache à la main, la véritable Alethea. C'est ce qu'on va découvrir par la suite. D'accord. Voilà pour cette première issue qui est, comme je dis, très dense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a cette menace de ce monstre d'encre dont on ne sait rien, mais on l'a déjà vu tuer. On a Deborah Lockwell qui, on sent qu'elle joue quelque chose, il y a quelque chose qui se trame, notamment avec cette entité qu'on ne sait pas qui c'est, mais qui est parlante, ils discutent et tu comprends qu'il y a un pacte qui a été mis. Et puis il y a aussi cette relation entre Hal et son père, et aussi la relation Vossler et cette jeune fille qui est Alethea. D'accord. Et plus la fin qui ouvre sur ce nouveau monde. Et ça t'a plu? Et c'est pas un film avec Christian Bale. Hein. Et c'est pas un film avec Et de Terrence Malick. Est-ce que ça m'a plu? Cette première issue, elle m'a beaucoup plu. Ok. Elle m'a beaucoup plu parce que c'était très dense. J'ai mis un peu de temps à la lire. J'ai pris le temps de m'imprégner complètement. J'ai aimé parce que j'ai aimé ce que ça racontait. J'ai beaucoup aimé la grosse gifle donnée au personnage qui est finalement très inspiré de J.K. Rowling, et qui va raconter un peu tout ça d'ailleurs, cette manière de miner un peu le fantastique dans ses origines sans forcément les citer ou en tout cas leur rendre hommage. Par la suite, j'ai lu donc les 3 autres issues et malheureusement ça perd en rythme, en intérêt, et on commence à perdre du temps. Et c'est le problème des ongoing, c'est-à-dire que en fait, contrairement à ce qu'on a lu avant, ça allait très vite et il fallait finir en 5. Là, on sent qu'ils ont le temps, donc ils vont avancer petit à petit, sauf qu'ils profitent pas des issues 2, 3, 4 pour un peu plus, enfin ils en profitent pour enrichir un peu tout ça, mais avec un rythme qui est beaucoup trop lent, alors qu'ils nous ont habitués à aller quand même assez vite et à nous envoyer du steak. Et j'aurais préféré quelque chose qui assume sa densité, de se dire ok, on va parler quand même d'une œuvre littéraire, et ce qu'on vous montre c'est du comics verbeux. Si vous êtes partant sur cette première issue, on va y aller à fond. Et là malheureusement c'est pas le cas. Par contre, le gros point fort que je trouve, c'est visuellement. Ok. Visuellement, Et je les trouve ça thématiques, ouais. assez super. J'aime beaucoup, c'est un style de dessin avec des personnages très fins, très élancés. Alors pourquoi je ne sais pas, mais ça m'a fait penser à La Famille de la Jungle, mais au dessin animé. Mais tu voulais dire, parce que j'ai pas trouvé en fait, Du Matt Kindt. C'est du Matt Kindt. Ah, moi, ça me fait grave penser à du Matt Kindt dans peut-être moins dans ce côté un peu abstrait, pas brouillon, enfin un peu brouillon, mais pas trop. Qui sait ce que le dessinateur sait ce qu'il fait, il met un petit peu côté brouillon dans les couleurs, dans le machin, enfin il y a une certaine richesse, je trouve. Moi ça me fait penser, alors dans une version beaucoup plus sophistiquée, mais à du boulet. Ok, ouais. C'est pour ça que je regardais Oui. des boulets. Tout à fait. Ok, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est pour ça, les boulettes tout à l'heure sur ton écran BDSM, c'est ça. Mais tu vois, que ce soit le style du dessin ou les couleurs aussi choisies, le côté un peu encre, un peu sale aussi. C'est ça. Pour moi, ça m'a fait grave penser à la colo des planches blocs de boulets, quoi. Et c'est surtout en fait moi ce que j'adore en termes de dessin, enfin surtout en termes de couleurs, c'est l'aquarelle. Et là il y a que ça. Et j'adore l'aquarelle parce que ça donne un style et ça donne une ambiance
On parlait qu'il y avait un problème d'ambiance notamment sur It Killed Everyone But Me, mais là dans The Author Immortal, il y a une ambiance qui est vraiment vraiment Ouais, chouette. très chouette, ouais. Et quand on rentre dans le monde féerique, c'est une autre ambiance encore. Et l'aquarelle, ça permet ça, surtout qu'il y a tout un récit autour de l'encre, comment elle se matérialise, comment elle se confond avec le sang, etc. Et ça permet aussi de donner du corps à cette encre-là. Et je trouve que ça résonne complètement. Le récit et le dessin, ils communiquent entre eux. Et je trouve ça vraiment trop trop cool. Et ça donne une sorte d'étrangeté vraiment qui est vraiment transmis au lecteur. Je trouve ça vraiment cool. À ça s'ajoute le lettrage qui est toujours aussi cool. Enfin, c'est vraiment Lisible. c'est lisible. Il y a les bruits notamment du monstre. On dirait que le monstre il fait le bruit d'un xénomorphe. Et je trouve ça trop chouette. Moi, je trouve que vraiment, c'est une très très bonne. Ouais, tu vois, il y a vraiment le. Ouais, et c'est lisible parce que souvent les écritures un peu comme ça, fines, enfin, comment dire, très agressives, c'est souvent lisible, je trouve. Et là, c'est lisible. Enfin, j'ai souvent ce problème-là dans plein de comics. Je le lis, j'ai pas envie de lire cette case tellement ça me pique les yeux. Et là, non. Et là, on le voit pas trop dans cet issue-là, dans cette première issue, mais dans les autres issues, on va avoir des cases, notamment dans le monde féerique, où en fait, on va essayer d'explorer un peu le lore, en se remémorant un peu comment ça fonctionnait dans les livres de Vossler, où on va avoir vraiment des enluminures, des décors sur les. Et il y a un petit côté Hate Fairyland là-dedans, Ouais, bien sûr. dans l'esprit. Hein. Et je trouve ça, c'est adapté. Ok. C'est joli, c'est chouette. Le seul défaut, c'est que d'issue en issue, Le rythme. c'est en dents de scie. Ah, C'est vraiment en dents de scie, et je pense que c'est vraiment un récit qui doit se lire d'une traite si on veut apprécier, et donc attendre que ça sorte soit en TPB, soit d'un coup, parce que mois après mois, en fait, Parce que par exemple là, compliqué de se remettre donc c'est parti sur de l'ongoing, mais t'as senti, t'en as lu 3 du coup 4. 4, c'était un arc ou t'as même pas une sensation d'arc, je veux dire, juste Pour l'instant, il n'y a pas de sensation d'arc. Hein. Pour moi, j'ai Ouais. l'impression qu'on avance complètement. Et ce qui est cool, hein, parce que Oui, pourquoi pas. tu as l'impression que ce monde il est infini, sauf qu'il ne l'est pas par essence, parce que c'est un livre qui est déjà écrit. Et là où le personnage, notamment de Hector Ramirez, met beaucoup de temps à comprendre qu'il est quand même dans le livre de Vossler, alors que c'est quand même censé être quelqu'un, je sais pas moi, d'imaginatif, etc. Et il met du temps tellement à comprendre ce qui est en train de se passer qu'en fait, vu que toi, tu as le point de vue de Hal, de Hector, Et puis que t'as pigé. voilà. Et t'es en mode genre, c'est un peu lent, j'aimerais que ça aille plus vite, parce que au début, mec, tu nous as vraiment habitués à ça, quoi. Quand t'es quand même curieux de continuer. Ouais, Ok, je suis bon. curieux de voir si ça sort en VF, je le prendrai avec Ok. grand plaisir, et en anglais ça se lit super bien. Ça se lit Ok. vraiment super bien. Les personnages sont attachants. Le personnage de Sheila, donc qui est sa manageuse et fiancée, notamment à Hector Ramirez, est vraiment chouette parce qu'il lui arrive aussi des choses. Donc on la suit aussi. Donc il y a beaucoup de personnages qu'on suit. Mais même Hal, c'est un personnage que j'ai envie de voir comment ce personnage va évoluer, parce que il y a quelque chose autour de ce personnage, notamment dans le récit, qui est vraiment chouette, et j'ai l'impression que ça va en parler, et ça va totalement dénaturer et attaquer le propos principal qui est la transphobie. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Très bien, bah merci, ça donne vraiment envie. On va demander l'avis aux autres autour de la table. J'ai commencé par Ktuktu. Ouais, moi j'ai bien aimé, moi. Oui, c'est lent, mais ça m'a pas gêné parce que je savais que l'histoire se construit au fur et à mesure, quoi. Donc ça me dérange pas que. C'est vrai que quand on est arrivé, je me suis dit, il n'y a pas une tonne de choses à dire, je sais pas quoi dire, parce que en fait l'histoire, elle a posé énormément de bases en 4 issues et elle a pas tant que ça avancé. Et pourtant, il y a plein de sujets qui sont déjà sur la table que j'ai envie de voir. Tu vois, tout l'enjeu d'avoir ce personnage de J.K. Rowling qui est vraiment la J.K. Rowling, quoi. Elle est transphobe, elle est hyper riche et célèbre. Elle est blonde. Elle est blonde. Il y a une moisissure qui la hante chez elle et qui l'empêche d'écrire. Enfin, tu vois, et clairement, elle. Et en même temps, c'est hyper pertinent d'avoir un personnage transgenre qui est là et qui confronte son père aussi en lui disant mais tu vas pas travailler pour elle. Respecte-toi, respecte-moi. Ouais, c'est ça, voilà. Et en même temps, on a la manageuse aussi qui
elle est très fan de l'univers de cette J.K. Rowling. C'est une Potter mort et du coup, elle voit l'opportunité que c'est. Donc, puis il y a toute cette question sur cet univers qui est en train de dépérir. Depuis quand est-ce que l'histoire continue après que l'auteur est mort? Est-ce que normalement, si l'auteur met une fin, est-ce que c'est la fin de l'histoire et c'est tout? Là, clairement, ils te disent que ça continue, mais c'est pas forcément pour le mieux. T'es un peu sur cette idée que le monde dépérit petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais voilà, c'est que des bases. C'est que des idées comme ça qui sont posées petit à petit, qui sont hyper alléchantes. Mon préféré, c'est le 4e issue parce qu'il est vraiment centré sur Hal et j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en lire plus. Mais au-delà de ça, j'ai pas non plus une tonne de choses à dire dessus, quoi, à part que c'est très beau et voilà, quoi. C'est très beau et t'as envie d'en savoir plus. Bon, c'est bien déjà. Oui, moi C'est assez fou parce que on a l'impression qu'un peu c'est un peu trop tôt pour en parler. Ah, oui, c'est exactement ça. On a mis un pied. Et c'est le moi je suis pas trop d'accord avec ça. Alors ici, je trouve qu'au contraire on est très bien là pour en parler. Au contraire, et je trouve que les bases sont là. En fait, on a la direction globale vers où ça va. Donc je pense qu'on n'a pas de problème pour savoir, ce que ça veut faire. T'es en train de dire que tes petits camarades ils sont un peu lents à la comprenette. Non mais c'est bien, c'est bonne ambiance. Je vais te jeter des kiwis. En plus ils ont l'air pas mûrs. Enfin ils ont l'air bien trop mûrs. Là où pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et ça m'a rappelé les meilleurs ordres des comics des années 90, qui pouvaient être... il y a un mélange des genres pour moi qui se fait entre ce que faisait Peter Milligan avec Enigma et du Grant Morrison. Il y a un peu cet esprit des deux qui est travaillé là-dedans, Grant Morrison dans les trucs qu'il avait pu faire comme... et voilà, maintenant j'ai oublié le titre, très, très bien, super. Animal Man un petit peu, et je trouve qu'il y a un petit peu cet esprit-là, il n'y a pas l'esprit méta dessus, mais il y a une forme de méta qui est assez riche dedans. Et il y a tout le traitement un peu poétique, je sais pas, mais en tout cas monde poétique que pouvait créer Milligan dans Enigma autour de ses personnages. Il travaille sur l'homosexualité, on avait fait un focus là-dessus il y a quelques temps. Tous les personnages, en effet, sur la transphobie, clairement, la thématique est clairement bien échappée là-dessus, bien dégagée de tout le sujet. On n'a pas trop de secrets là-dessus. C'est pour ça, le sujet, on l'a en pleine balle dans la tête. Ça va pas par quatre chemins. Ça joue avec les codes de notre vie, du monde moderne actuel. Donc c'est pour ça, pour moi, on sait déjà où ça va. L'histoire, elle nous emmène, on a une espèce de crossover façon Hagrid Fairyland, mais avec d'un côté beaucoup plus presque poétique, plus littéraire en fait que Hagrid Fairyland. Parce qu'Hagrid Fairyland, c'était plus. Oui, c'est comique, c'est complètement trash, comique. c'est trash, c'est comique. cartoon, Oui, c'est comico-trash. Mais dans les mécaniques d'histoire, c'est la même mécanique, fondamentalement. Dans être bloqué dans une espèce de monde féerique, quote unquote, parce que c'est pas si féerique que ça, quoi. C'est plutôt horreur, on va dire. C'est pareil de ce que pouvait faire. Et c'est pour ça que je parle, pour moi ça mélange beaucoup avec ce que faisait Grant Morrison, de mélanger entre les histoires dans l'histoire et de la rendre plus ou moins réelle. En fait, il y a beaucoup de croisements qui se font de cette manière-là. Et voilà. Perso, j'ai beaucoup aimé aussi. Je m'attendais pas à aimer. Je m'attendais au début. Je me suis dit, ça a l'air d'être un peu lourd, un peu verbeux pour pas grand-chose. Et en fait, non. C'était plutôt chouette. Mais en effet, j'ai une problématique de rythme où au début, on en met plein la tronche et c'est très chouette. Et après, en même temps, il y a 48 pages dans le premier numéro. Et c'est vrai que les autres numéros, je fais. Ouais, en fait, on n'a pas avancé. En fait. Et en effet, le côté ongoing, on va dire, manque de vivacité, quoi. Manque de punch. Ouais, la lecture est plus laborieuse, on va dire. C'est un peu, faut nous emmener là parce qu'il faut nous emmener là. Peut-être parce qu'aussi le fait à chaque fois quand on nous met les enjeux dès le départ, et une fois qu'on les calme, évidemment, à chaque fois, c'est un peu underwhelming. Enfin, c'est un peu sous-motivant. J'ai pas eu la 4e, donc a priori vous avez l'air de dire que c'était quand même. C'est à peu près la même chose, hein. C'est juste qu'elle se concentre sur Hal et. D'accord. Il y a un délire, ce que j'ai bien aimé, notamment dans la 4e, il y a toute une histoire autour des masques. D'un masque, qu'est-ce que ça représente quand tu le mets. Sur l'identité, du coup. Sur l'identité, sur ce que tu vois à travers ce masque, sur toutes ces choses-là, qui est vraiment
hyper intéressant et encore extrêmement thématique. Et je pense que c'est la force du récit actuellement, c'est qu'il y a les thématiques, on les voit, elles sont bien traitées. Après, ouais, comme tu dis, tel que dans Mais- le Après, tu vois, il y a quelques fulgurances. Moi, je trouve dans le troisième issue, le début, t'as une sorte de flashback sur Hector. Et en fait, sur une page, t'as 4 cases. Et chaque case représente une période de sa vie. Quand il est enfant, quand il est, quand il est ado, quand il est père et qu'il va se séparer. Et en fait, la case du haut, c'est que quand il est enfant. Et sur 4 pages, en fait, tu suis sa vie sur cette période et tout. Moi, je trouve, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut la lire page par page. On peut la lire aussi case par case. Et on n'est jamais vraiment trop perdu, en fait, ça se répond bien. Ouais. Et puis, comme il est un peu capturé par cette... Ouais, parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on n'a pas dit, mais parce que je suis pas allé plus loin que ça. Ouais. Mais à la fin de l'issue 1, donc il disparaît et réapparaît quelque part en étant perdu. Et à la fin de l'issue 2, il disparaît et réapparaît quelque part en étant perdu. Et en fait, il y a ce côté un peu redondant de se dire, d'accord, donc est-ce que ça va être ça à chaque issue où il va faire la rencontre à chaque fois d'un personnage différent mais je suis d'accord avec toi, la troisième issue, elle commence. Alors c'est pas novateur, mais on va dire que c'est différent, et en plus tu t'intègres un personnage qui tu vois où est-ce qu'il va en venir à travers les souvenirs, les mémoires, et c'est hyper simple, enfin c'est facile à lire, c'est hyper simple. Après voilà, moi je suis d'accord. Non, puis les dessins sont vraiment super. Enfin, genre, ouais, voilà, c'est vraiment super, ouais. Non, mais je pense qu'ils font monter la sauce. Enfin, c'est pas qu'ils font monter la sauce petit à petit, c'est que pour l'instant, on est vraiment sur un temps calme. Ça pose les bases petit à petit, et puis genre dès qu'ils auront vraiment posé tout, moi je suis sûr que ça va exploser. Hein. C'est très beau. Je suis en train de regarder, de feuilleter en même temps. C'est très très beau. En tout cas, un grand oui. Hein. Un grand plutôt oui. Plutôt oui. Non, mais un grand oui, pour moi, c'est un peu anticipé, mais oui, c'est plutôt oui. C'est un bon. Alors un C'est- oui. C'est un grand oui en devenir. Un Voilà. grand oui, c'est très prometteur. En tout cas, ça Ouais, donne prometteur. envie. Voilà, c'est très prometteur. prometteur pour moi. C'est ça, exactement ça. C'est par rapport à ce qu'on a lu, Ah oui, c'est très c'est beaucoup. on sent que dans le dessin, dans le récit, et dans Tout est beaucoup maîtrisé partout. on sent que c'est une étape au-dessus quand même. D'accord. Mm. En tout cas, moi, entre ce que je viens de feuilleter et ce que vous en avez dit, ça donne vraiment. Non, mais voilà, je m'interromps. Je suis. Puis même les visions d'horreur sont Ça a l'air- plus ça a l'air horrifiques vraiment super. Oui. que dans le titre Ah, les Mais monstres, dans- il y a des monstres qui sont terrifiants. Ouais. Dans le 4e issue, t'as des trucs un peu flippants. Ouais. Bon, je vous ai choisi au hasard, mais j'ai très bien choisi l'ordre de finir Oui, cette c'est vrai. review par. Donc c'est The Author Immortal, c'est ça Mm. Et- Très bien, donc ainsi s'achève ces reviews. On a eu donc 2 mid, un mid moins et un mid plus, avec Maleficent et It Killed Everyone But Me. Et enfin, un oui, en tout cas prometteur, quelque chose qu'on a envie de suivre et de voir où ça va, même s'il semblerait qu'il y ait une petite interrogation sur le rythme à partir de l'issue 2, mais quand même, nos Oui, chroniqueurs ça, sont très très positifs. The Author Immortal. Merci à vous, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de notre Patreon. Le Patreon, qu'est-ce que c'est ? Patreon.com, c'est un site qui vous permet de faire des micro-dons et donc de nous faire des micro-dons au vaisseau Hypersensas. Le vaisseau Hypersensas, c'est notre label sous lequel navigue Comics Outcast, mais pas seulement. Il y a plusieurs podcasts qui sont réunis dans le vaisseau Hypersensas. Le Défaussé qui parle de jeux de société, la cartographie des chimères, la fiction, comment s'appelle aidez-moi les amis, Grandeur Nature, non, le jeu Jeu de société, Défaussé, ça c'est fait. Mm. yes. Cartographie des chimères, c'est fait. yes. Grandeur nature. Non, c'est pas Grandeur Nature, c'est le jeu de rôle. Un drôle de jeu, tu veux dire. Drôle de jeu, ah là là, drôle de jeu qui vous parle donc des jeux de rôle. Grandeur Grandeur nature. Grandeur Nature, voilà. Le Contrecast qui va peut-être Revenir. revenir. On espère. Voilà, donc si vous aimez les comics, si vous aimez les jeux, si vous aimez les fictions, les jeux de rôle, que vous avez écouté cette émission, que vous aimez ce qu'on fait, eh bien vous pouvez sur patreon.com/vaisseau hypersensas
faire des micro-dons qui nous permettent tout simplement d'exister, parce qu'on est tous là avec joie et bénévolement autour de la table, mais ça nécessite quand même du matériel, donc les micros, les ordinateurs, la mémoire, les câbles, tout ça s'use et ça doit se remplacer. Voilà, ça nous permet aussi d'organiser des événements, notamment Les à venir Bouilladors. bientôt les Bouilladors qui Dans 2 auront semaines. dans 2 semaines, le 21 février, où ça? Oh putain, j'ai plus le nom du bar. C'est le même bar que l'année dernière. Dans le même bar que l'année dernière. Mais il a changé de nom. Mais qui Ah a oui, changé c'est de vrai, nom. oui. Attends, je vais te le retrouver. Voilà. Sans montage. Extrêmement laborieux cette annonce. Non, pas du tout. quoi. Pas du tout. C'est le Cool In Bar au 30 boulevard du Temple dans le 11e arrondissement de Paris. Juste à côté de chez moi. Voilà pour Rendez-vous ceux qui... à partir de 16h. Rendez-vous à partir de 16h. Voilà, notez bien, ce sera donc la cérémonie des Bouilladors de 2026. Oui. Voilà, j'en profite aussi pour remercier, parce que c'est bien beau d'avoir des micros, un ordinateur et tout ce qu'il faut. Encore faut-il avoir un lieu d'enregistrement. Et nous avons le bonheur d'être accueillis au Studio 17, la bonne auberge du Studio 17 qui nous accueille amicalement. On les en remercie grâce leur soit rendu. Et si vous êtes fan notamment de jeux de rôle, surtout n'hésitez pas à aller voir leur stream Allez sur leur site. de leur site et qui vous renverra vers Et toute s'abonner à leur leur plateforme de VOD. Voilà. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. 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 On va faire un petit détour actu bande-annonce. Vous avez vu la nouvelle bande-annonce de Supergirl? Parce qu'on avait parlé de la première dans une émission précédente. J'ai pas vu. Non J'ai plus. pas vu. J'ai vu Lobo. Voilà, ouais. Ah, qui est joué par. Par Jason Momoa. Ah Et ouais, et de alors retour. Bah, il a l'air de s'amuser. Voilà. Bon, ben, Voilà. ça en Mais- fera au moins un. Non, mais moi je reste confiant, mais j'attends d'en voir plus. Je pense que pour l'instant les bandes annonces me vendent pas forcément du rêve, mais, Ouais, mais d'accord. je pense que je continue de penser que ça va être un film où je vais pleurer devant, donc ça va aller. Très bien. Alors moi, il y a une bande-annonce. Alors c'est pas des comics à la base, mais ça en est devenu, donc je me permets, qui m'a fait pleurer du sang par les Ouais. yeux. C'est C'est les moi. Maîtres de l'univers. Vous Ah l'avez oui. vu, cette bande-annonce? Oui, Non. oui. Mais c'est affreux. C'est ignoble. Ouais. Mais ça a l'air très drôle. Ça a l'air très drôle dans le côté vraiment nul. Bah oui, ça a l'air. Mais Je sais pas, moi, je suis Tu- tenté. tu l'as vu? Non, je suis tenté. Mais ouais, mais au second degré. Bien sûr. Ah bah. Bien sûr. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression en plus, j'ai eu l'impression qu'elle était. Mais en fait, c'est qu'elle Barbie était bis. Hein. Qu'elle était finie à l'IA, quoi. Mais vraiment, je veux dire, Ah, dans le non, rendu, ok, dans le oui. rendu. Bah, ça me fait un peu penser au dernier film Power Rangers. Non, le dernier film Power Rangers, il était bien. Ah, moi j'ai 2017, adoré, hein. Moi j'ai Ouais, adoré. ouais. Hein. Mais par contre, Ouais, il en était termes de bien. rendu, c'était pas. Oui, c'est fou, un quoi. grand mot de dire qu'il était Il bien. était bien. Il avait de bonnes thématiques, il avait de l'ambition, mais juste ils n'avaient pas le budget pour faire des vrais combats de robots, ce qui est dommage pour un des Power Rangers. Ouais, voilà. Mais C'était celui où ils avaient fait revenir Bryan Cranston. Absolument. Dans le... Oui, Ouais, oui. Il était rigolo celui-là. Ouais, j'ai t'es bien, bien aimé. Non, mais en fait, là, on est vraiment dans la continuité de Barbie. Oui. Voilà. Bah si, ça mélange. Oui, mais sauf que j'ai l'impression uni- qu'ils se prennent au sérieux. Ouais, là, voilà, c'est ça. Pour moi, ils se prennent trop au sérieux. Déjà, de on toute façon, verra. On ils ont verra. pris Jared Leto en Skeletor et ça Quoi va être nul. Ah, j'avais pas vu ça. Ben non, mais Si. heureusement, oui, mais on voit pas. C'est le boycott. Voilà, il voulait y aller et voilà, il veut plus. Oui, non, j'ai perdu tout intérêt. Jared Leto, un peu la Ouais. flemme. Hein. Ah, Tu m'étonnes. Un peu Bon. la flemme. puis surtout, les gens qui possèdent une île pour mettre des gens dedans, c'est pas trop à la mode en ce moment. Non, pas trop. Par contre, un truc qu'on n'a pas vu, mais que vous, quand vous entendrez ça, vous l'aurez vu, c'est le trailer de Spider-Man Noir. Et je préchote que j'ai très hâte. Très Ouais, hâte, c'est ça. très On a hâte vu de- quelques de le images. voir. Ouais, ça, a l'air clairement. très Moi, chouette. j'ai pas vu encore. Ouais, mais le trailer il sort demain, mais quand ils vont entendre ça, au moins ça sera la veille. Mm. Mais les images ont l'air chouettes et Mais on c'est- pourra mais le voir en noir et blanc ou en couleur. Mais c'est parce que j'ai pas suivi. C'est un du film coup. ou une série C'est- Série. C'est une série. Et, C'est une mais série. c'est de Sur Amazon l'anime, Prime. c'est de l'anime ou c'est du live Non, Animation. c'est du live. C'est du live Oui, avec du live, Nicolas ouais, pardon. Cage. Mais mon Dieu, mais comment je suis passé à côté de cette info? Oui, On voilà. reprend en fait le personnage de Spider-Man Into the Spider-Verse, mais en version live. Bon, bah, ouais, j'ai pas besoin de voir. D'ailleurs, la le titre, bande-annonce c'est- pour être hypé. Le titre, c'est pas Spider-Man Noir, c'est Spider Noir. C'est Spider-Man, vrai. évidemment. Ouais. Nicolas Cage et Spider Noir pour bien le mettre en avant.
Ah oui, alors ça, ouais, ça on a envie là. Ouais. Non, mais il y a franchement il y a quelques photos qui avec une. Ça fait envie. Cette année, on belle va se lumière. régaler en Horrible et ça va commencer maintenant. Voilà, c'est Ah. parti. Ça va commencer Maintenant. après cette émission. Le Hors les bulles de ce soir. Donc Ding, ding, ding. Hors les bulles, c'est quand on parle des comics, mais quand ils ne sont pas dans des comics. Donc, en général, des adaptations animées ou filmées. Hein, voilà. Ouais, ou on peut parler aussi d'Escape Game, on peut parler Game, on a pas d'exposition. d'exposition. Mais en l'occurrence, ce soir, on revient du classique à de la série en live. On va Série qui parler tâche. de la dernière production Disney Plus Marvel, à savoir la série Wonder Man. Qui c'est qui va nous la présenter? C'est moi. C'est Toutou, vas-y. Yes. Wonder Man, c'est choronné par Destin Daniel Cretton. Destin. Destiny. Le réalisateur de Shang-Chi. Ouais. Oui. Et oui, c'était Ouais. sympa. C'était sympa. C'était mid. C'était mid. Non, c'était pas mid, c'était bien. C'était bien Shang-Chi. C'était mid plus. C'était mis de plus. Vous êtes dur. Hein. Vous avez très vite oublié ce qu'on s'est tapé après, hein, mais Non, t'as raison. C'est vrai, C'était pas le mal. début de la chute. C'était encore pas mal. Shang-Chi, il y avait des vrais combats quand même. Hein, C'est vrai. tiens à souligner. Ça va. Et ça met en scène un très bon acteur, que moi j'aime beaucoup. Il y a Abdul Matin 2 et Ben Kingsley. 2. Ouais, tout. Je fais du franglais. Et donc Yaya, il joue Simon Williams, qui est un acteur qui a besoin de tout connaître sur son personnage pour véritablement l'incarner. Même quand c'est un simple rôle de figuration. Voilà, c'est cette obsession pour vraiment tout savoir, pour tout connaître, pour poser plein de questions. De faire bien. Ouais, c'est du méthode acting, mais névrosé. Qui reflète un manque de confiance en lui énorme, ça lui fait perdre beaucoup d'opportunités. Et après avoir perdu un énième cachet sur le tournage d'American Horror Story, je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. c'est ça. Ryan Murphy de retour. Ouais. Il va rencontrer Trevor Slattery, qui est du coup joué par Ben Kingsley, qu'on connaît dans l'univers Marvel parce que c'est le faux mandarin de Iron Man 3. Eh oui, le meilleur. Le meilleur, moi j'adore. Ah, mais il est fabuleux. Et qui est d'ailleurs était aussi dans Shang-Chi, dans Oui. un rôle beaucoup moins intéressant de comic relief. Oui, mais c'était drôle de le voir Mais réapparaître. c'était drôle de le voir, c'était sympa. Il jouait le bouffon du roi du vrai mandarin. du J'avais coup. oublié. Eh ouais. Mais tout s'explique en fait. Tu vois, tout est lié. Il devrait faire un univers partage. Ah oui, c'est ça. Ça existe. Et du coup, ce Trevor, il lui parle d'un casting pour le remake de Wonder Man. Un film de super-héros, de science-fiction des années 80, je crois, ou 70. En tout cas, de l'époque que je connais pas. Personne connaît ici. On est que tous jeunes. Il y a que des gens jeunes. Et Simon était très fan de ça quand il était enfant. D'ailleurs, la série, je crois, s'ouvre sur lui qui découvre le film avec son père dans une très jolie scène dans une salle de cinéma. Bref, après moult péripéties, il va réussir à assister à l'audition pour le personnage principal. Il va croiser Trevor dans la file. Trevor le voit qu'il est complètement paniqué, donc il le prend à partie. Il essaye de le calmer, de lui dire il faut que tu vives le moment. Et il lui donne des conseils. Il lui donne des Ouais. conseils d'acting. En tant que mentor. Voilà, c'est ça. C'est son mentor. Mais c'est ce qui va se passer. Ça va devenir son mentor. Ils vont devenir amis. Et en fait, peut-être que Trevor n'est pas si innocent que ça. Peut-être que leur rencontre n'est pas si accidentelle que ça. Le premier épisode se termine avec un appel d'une voix mystérieuse parce que Simon Williams aurait des pouvoirs et c'est un problème. Et je vous ai résumé le premier épisode et le meilleur épisode et Non. le seul bon épisode. Non, c'est non. Ah, ça va C'est s'enchaîner. le seul que j'ai vu. Très bien, du coup je pourrais parler aussi un peu plus parce que moi j'ai tout vu. Parce qu'il s'est régalé, genre, voilà. D'accord. Voilà pourquoi il a tout vu. Ok. non, je réfléchis à comment, si on lance les hostilités tout de suite. Dis-nous ce que t'en penses et ce qui t'a gêné dans la suite, et puis ensuite on fera répondre Matt. À savoir que tout le monde, à part XT, a vu toute la série. Voilà. Qui Ouais. est composée de 6 épisodes de 30 minutes. De 8 8 épisodes. épisodes de 30 minutes. Vous voulez Voilà. vraiment me dire que je suis un gros naze, hein, que j'ai... 4 heures, voilà, c'est tout. C'est tout, ça se regarde. Ça se regarde très facilement. Ouais, C'est surtout très quand- bien. Ouais, Tu prends les transports en commun? Non. Je t'ai pas vu arriver à vélo pourtant. C'est vrai, pas ce soir.
Bon, allez, donc. Oui, on spoilera peut-être un peu plus Ouais, quand même. je pense que ça va être dur de pas en parler sans spoiler. Voilà, je pense c'est intéressant de spoiler un peu si vous n'avez pas vu et que vous n'aimez pas être spoilé du tout. Peut-être attendez d'avoir vu avant de revenir. Et voilà, vous êtes prévenus, comme ça nous permet de libérer la parole. Donc. Continue un peu sur ton avis, sur ce qui t'a gêné par la suite. Le premier épisode, je le trouve très chouette. Ouais. C'est très joli, l'histoire est un peu différente. Moi, j'aime beaucoup Ben Kingsley et j'aime beaucoup son personnage. Simon Williams, pour l'instant, à ce moment-là, je le déteste pas, donc j'ai de la sympathie pour lui. Et j'expliquerai après pourquoi j'ai du mal avec ce personnage. La main à gauche qui fulmine. et en fait, ouais, ça se passe bien. Et puis, tu vois, il y a ce mystère sur... en fait Trevor c'est un agent double, enfin il y a quelque chose et on ne sait pas non plus si Simon a des pouvoirs, donc il y a ce mystère là qui est posé. Puis en fait l'épisode 2 à la manière des séries Marvel, il détruit littéralement toute subtilité, tout mystère. Dès la première scène on voit que en fait Trevor il travaille pour le département Damage Control qu'on a déjà vu dans plein d'autres séries Marvel, qui à chaque fois est le département qui bousille une série. Ça a bousillé Miss Marvel, ça a bousillé plein d'autres séries, je sais plus dans quoi on les a vus d'autres. Et puis après, il faut attendre l'épisode. Puis on se dit, bon, ok, peut-être que Simon, il a pas de pouvoir. Ou peut-être qu'il est pas conscient qu'il a des pouvoirs, tu sais pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, le troisième épisode vous supprimera toute ambiguïté. Il sait qu'il a des pouvoirs, sa famille sait qu'il a des pouvoirs. Et en fait, tout l'enjeu, c'est que, avoir des pouvoirs, ça l'empêcherait de devenir acteur parce qu'il y a déjà eu un acteur qui a eu des super pouvoirs et ça a tué. Enfin, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Ça a mal tourné et du coup, en fait, déjà que Simon Williams, c'est quelqu'un de très angoissé et de très névrosé, mais alors en plus. Si tu rajoutes à ça le fait qu'il a peur maintenant que les gens sachent qu'il a des pouvoirs, qu'il ne contrôle pas très bien. Parce que quand il est stressé, ça déclenche ses pouvoirs. Et comme la situation le stresse de et comme il est incapable d'aller voir un psy pour essayer de calmer ses hunger issues, ça fait que c'est encore pire. Du coup, forcément, il passe toujours un mauvais moment. Mmh. Et toi aussi, du coup. Et moi aussi, parce qu'en fait, je m'attendais à avoir un truc sur Hollywood, sur un truc un peu méta, sur les super-héros. Et il n'y a pas de ça du tout. Il n'y a pas de ça du tout. Parce qu'il y a peut-être deux ou trois épisodes qui en parlent. Alors je suis d'accord, c'est pas une série sur les super-héros. Ouais. Oui, et c'est pas une série sur Hollywood non plus. Quand même beaucoup plus, mais... Ouais, mais à peine, parce que le côté Hollywood... C'est sur l'amitié. Ouais, mais, alors non, mais ça, oui. Déjà... C'est une série sur l'amitié, je suis d'accord avec toi. Mais sur Hollywood, le côté vraiment Hollywood, qu'est-ce que c'est ? On l'a dans le premier épisode, on l'a dans le 6e épisode, on l'a dans le dernier épisode, et le reste, c'est du remplissage. C'est un peu, c'est un peu le problème que j'ai. C'est avec moi, j'ai trouvé pas mal de qualité à la série, mais j'ai eu cette sensation qu'il y avait deux intrigues qui, au lieu d'arriver à se mêler en une seule intrigue, se court-circuitaient l'une l'autre. C'est-à-dire c'est ni une bonne série de super-héros, ni une bonne série sur le parcours d'un acteur à Hollywood. Je trouve que les deux intrigues, elles au lieu de se renforcer l'une l'autre, elles se court-circuitent l'une l'autre. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Mais toi, manifestement, Matt, ça t'a beaucoup plu, donc... Non, parce qu'en fait, moi, il y a l'épisode numéro 4, qui est un flashback entièrement noir et blanc, qui raconte de pourquoi les super-héros ne peuvent pas être acteurs. Et en gros, ça va raconter un peu tout ça. Et ça parle donc vraiment du rêve américain par Hollywood. Donc ça, c'est déjà le propos numéro 1 d'un peu d'Hollywood, en fait. Ça a toujours été le rêve américain, start from the bottom. Et on a vraiment le cas dans celui-là. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle par Hollywood et par son histoire autour du macartisme, où vraiment... oui, ça, complètement. Oui, ça, et en fait, vraiment, ce côté... avant, c'était la chasse aux communistes, là, c'est la chasse aux super-héros dans la société même, en fait, parce que Damage Control, ils s'en foutent qu'ils soient acteurs ou pas. Damage Control, ils sont là pour choper les gens qui ont des pouvoirs, parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer, et parce qu'on n'a pas envie qu'ils soient... On n'appellerait pas ça le fascisme. C'est un peu ça, mais ça a toujours été un peu le cas. Mais par contre, là, vraiment, je trouve que ça rentre vraiment dans Hollywood. Est-ce que ça peut... on rentre dans l'histoire d'Hollywood, on rentre dans le méthode acting, dans comment ça se passe et pourquoi à chaque fois les acteurs se font la guerre, etc. Alors que là, au centre de ça,
Et en plus, c'est ce que je trouve qui est très très fort. Au centre de ça, tu as 2 acteurs qui ont une alchimie entre eux, des personnages qui ont une alchimie. T'as envie de les suivre, t'as envie de les prendre. Et il y a des séquences qui sont hilarantes. La séquence où ils doivent chercher quelqu'un qui a une GoPro compromettante. Ok, ça parle pas d'Hollywood. Mais c'est hilarant. Je trouve ça tellement drôle. J'adore. Je me suis régalé. J'en rigole à Lima à se rappeler ça. Je me suis régalé à me dire, on dirait un épisode filler, mais c'est un filler. Moi, c'est un filler. C'est un filler, mais c'est un filler tellement bien amené, tellement chouette, et d'avoir Ben Kingsley dans ce genre de situation avec son personnage complètement loufoque. Mais moi, j'en veux tous les jours. Moi, dans les points positifs, effectivement, les 2 comédiens et Ben Kingsley, c'est un bonheur de le voir jouer. Avec son accent, son truc, son histoire son passif de mandarin, le pourquoi, etc. Son arc est très joli. Ça fait partie des trucs que j'ai trouvé très chouette, la façon dont ça se résout à la fin. Puis bon, le gars, il est loufoque, il est rigolo, mais en 3 secondes, s'il veut te mettre les poils, il te met les poils. Donc, donc mais oui, par contre, dans la façon dont tous les thèmes que tu évoques, je les ai vus et je trouve chouette qu'ils soient là, mais il y a quelque chose dans la structure de la série qui me convainc pas, notamment les épisodes filler. Je trouve qu'ils font très filler. Le délire sur l'histoire de la GoPro, ça m'a un peu gonflé, quoi. C'était et puis peut-être que j'avais envie peut-être lié à mes centres d'intérêt, mais que sur l'acting, ça aille un peu plus loin. Et c'est en ça que je disais, c'est sur le côté super-héros, c'est un choix, c'est un peu de côté. Et sur le côté acting, il y a des trucs, ils amorcent des trucs qui sont vraiment sympas, mais qui d'un coup vont hyper vite. En 2-2, ils passent de tout à rien. Et moi, j'aurais été intéressé que ce soit un peu moins caricatural, un peu moins à gros traits. Oui, mais voilà, ça c'est... Après, je trouve que même l'arc de Simon, il se termine, je trouve, avec beaucoup d'émotions aussi. Je trouve avec ce rapport aux lunettes, par exemple, moi, ça m'a complètement cueilli. Tu vois, le fait de vouloir... Non, c'est pas les bonnes lunettes. Pendant une fois qu'on arrive sur un truc d'accessoires, etc., moi, ça m'a eu sur ce côté... En fait, qu'est-ce que je voulais vraiment, à travers ce personnage de Wonder Man, qu'est-ce que je voulais vraiment chercher ? Et c'était une connexion avec un autre personnage, et je trouve ça... moi, ça m'a... Est-ce que c'est mes daddy issues ? C'est possible. Non, c'est mais possible. je suis d'accord. T'es en train de me juger avec tout. Non, je te juge pas parce que je suis d'accord avec toi. Mais je vais te poser une question. Tout ce que tu as vu sur le McCarthyisme, sur cette relation que Simon a avec Wonder Man, qui en fait est un reflet avec son père, qu'il a perdu, mais c'est des petits moments, mais en quoi ça a développé un arc narratif pour Simon ? Parce que moi, c'est ça le plus gros problème, c'est qu'il y a qu'il y ait des épisodes filler, je m'en fous. Pas de souci, faut construire cette amitié entre Trevor et Simon. C'est ça la plus grande qualité de la série, c'est l'alchimie qu'ils ont entre les deux. Il y a des thématiques qui sont dedans, etc. Mais à la fin, qu'est-ce que ça a raconté pour le personnage principal ? Et moi, j'ai l'impression rien. Le film de Wonder Man, du coup, on ne voit pas comment il est fait, comment il est fabriqué, comment ça a influé sur Simon. Pour un personnage qui est censé être hyper névrosé, hyper stressé, après tout ce qui s'est passé en plus par rapport à Trevor, on va essayer de pas trop le dire, mais finalement le film s'est passé super bien. Enfin, il a été filmé 30 secondes, il n'y a pas eu un seul couac. Il n'y a pas eu de réécriture, il n'y a pas eu de... Non, parce que... Et je trouve ça... Et moi, c'est ça que j'aurais voulu voir. C'est voir Simon galérer, réfléchir à sa réplique. Enfin, ils avaient que 8 épisodes. Pourquoi est-ce qu'on se tape des épisodes filler alors qu'on aurait pu avoir plus d'épisodes sur le plateau qui se passent là. Et là... Je te rejoins, c'est que ça. Moi, le tournage, ça m'a vraiment manqué. Que le tournage du film soit pratiquement intégralement hors champ, ça m'a vraiment manqué. Le dernier épisode, en fait... Il se passe ce qui se passe avec Trevor. Le film est tourné comme ça, en ellipse. Et puis ensuite, on voit Simon, il est devenu une grande star. Le film est incroyable, alors que ça a l'air d'être une série B de fous furieux. Quand vous en parlez, j'ai l'impression de voir un peu le trope de pas mal de séries. C'est on a des personnages vraiment intéressants, assez chouettes. Au global, j'ai l'impression que tout ce que vous décrivez, c'est une série avec des super personnages. Bien écrit, drôle, mais dont le fond n'est presque qu'utilitaire pour mettre en avant ces personnages sans avoir une grande thématique qui se dégage correctement ou traiter ces thématiques. C'est plus la ces personnages. Non, mais tu vois, le truc, pour moi, c'est vraiment le personnage de Simon qui cristallise tout, c'est que
Yahya Abdul-Mateen, il le joue vraiment comme un personnage dramatique, comme un personnage grave, et ça colle très bien, ça rime bien avec Ben Kingsley qui est un petit peu un clown, etc. Mais le truc, c'est qu'il est ultra antipathique parce qu'à aucun moment on voit pas son évolution. Donc en fait, dans le dernier épisode, il passe de Salam Shadrach au feu d'un coup. ouais, en vrai, ouais. Il passe de Salamé Shadrach au feu d'un coup, c'est une bonne allégorie, sans passer par la case reptincelle. Et puis, il a aucun moment aussi où vraiment il se remet en question. C'est-à-dire, il y a un moment, moi, qui me choque encore, c'est il y a tout un épisode où il le passe chez sa mère pour son anniversaire, je crois, ou c'est un truc comme ça. Et du coup, bah voilà, il y a plein de problèmes familiaux. Forcément, c'est un acteur qui, en plus, n'arrive pas à avoir des sous, Voilà, etc. ça marche pas pour lui, ouais. Ça marche pas pour lui. Donc il y a une sorte de jalousie avec son frère qui, lui, a l'air de quand même bien... Enfin, gère mieux ses finances, gère mieux... Oui, un métier plus classique. et responsable, on va dire. Et sa mère qui excuse tout, qui est adorable. C'est un petit cœur, cette mère. Et qui lui parle de son nouvel îlot central dans sa cuisine, dont elle est très fière, dont son frère l'a fait installer, etc. La fin de l'épisode, Yahya détruit cet îlot. Et juste il se casse. On n'en reparle plus. Il y a un moment, on voit une scène dans la cuisine avec sa mère où il est au téléphone avec elle. On voit qu'ils ont remplacé ça par une table. Ça me fait trop de la peine pour la mère. Il n'y a pas eu un seul moment. Je crois que tu allais me dire ça me fait trop de la peine pour la table. Non, je m'en fous de cette table. Mais c'est ce que ça représente. C'est que à aucun moment on le voit s'excuser, se poser et dire ouais, en fait, je déconne, je contrôle pas mes pouvoirs, je suis désolé, je fais n'importe quoi. Et au final, tout ça est fait en ellipse à la fin et c'est frustrant en fait. Merci Toutou. Je crois que Matt veut prendre la parole. Non, Ils sont en train de se battre. ton agent. Moi, je trouve que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage n'a pas fini en fait son chemin vers son caractère. À un moment, à la fin de la saison, La série est terminée et je suis sûr qu'elle n'aura pas de deuxième saison. Alors, et je non. suis sûr que le personnage ne reviendra plus jamais. bien sûr, mais en fait, pour moi, ce qui était vraiment important, c'est qu'il y ait ce basculement qui arrive. Et ce basculement, il arrive grâce au personnage de Trevor. Oui. Et pour Trevor, ce basculement pour lui aussi arrive grâce au personnage de Simon, qui lui fait comprendre qu'à un moment, il faut aller au-delà de soi, etc. Et à la fin de la saison, je sais plus si c'est l'épisode 7 ou 8, il revoit son ex. Et en fait, tu comprends que il n'a pas changé. Enfin, il n'a pas changé. Il comprend qu'il doit changer, mais que c'est pas encore fait. Et je pense que c'est tout le but de la série, c'est de montrer que à la fin, tu dois pas être ce qu'on attend de toi. À la fin, il faut comprendre que tu as du travail à faire et il va falloir travailler dessus. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire avec sa mère, avec son frère, avec tout le monde. Et ça prendra le temps qu'il faut. Mais il faut ce basculement, et c'est tout le sujet de Wonder Man, c'est cette relation entre les deux personnages, cette rencontre, même si elle est forcée, elle est criante de naturel, de bienveillance, et t'as envie de les prendre dans les bras et de te dire allez, let's go, on va aller boire un verre. 2, Mais 3, 4. peut-être. Mais ce que tu dis est bien, mais là où je rejoins avec Toutou, c'est que justement la dernière phase de l'évolution de Simon est dans une ellipse. Ouais, elle est hors champ. Elle est hors champ. Et ça, c'est hyper frustrant. C'est-à-dire que Pour une série qui est censée être justement le meilleur médium pour développer des personnages. voilà, hein. c'est-à-dire qu'il arrive à un point, on va dire à la fin du deuxième tiers du dernier épisode. Simon, il arrive à un certain point où effectivement, moi, devant mon écran, j'étais un peu. C'est plus le même perso. Non mais j'étais gêné, donc pas à la fin, avant la dernière partie, quand il a atteint un peu une partie de son rêve, j'étais un peu waouh, il a pas vraiment changé, je suis même un peu choqué par rapport à ce qui s'est passé, qu'il n'ait pas eu une prise de conscience autre. Et puis là-dessus, il y a une ellipse et il y a cette dernière partie. Tu permets que je finisse ma phrase. Et c'est dans cette dernière partie qu'on s'aperçoit qu'il a vraiment changé. Mais résultat, ce vraiment changé, il est dans l'ellipse et c'est un peu frustrant qu'il soit dans l'ellipse. Je comprends. Mais du coup, vous pensez que c'était coupé, parce que vous insistez quand même pas mal là-dessus. Vous pensez qu'il y a un problème de budget ou vous pensez vraiment que c'est un choix? Je pense que c'est un choix. Et en même temps, le dernier épisode, t'as l'impression qu'il se termine au milieu et puis après ça rallonge. Mais en fait, pour moi, c'est un peu le même problème que la plupart des films Marvel où
le développement de personnages se fait entre les films. Où en fait, genre, par exemple, c'est Doctor Strange. Premier film, tu vois, la création, l'arrivée, enfin, comment il devient Doctor Strange. Et dans le deuxième film, il est Doctor Strange. Il est le sorcier suprême. Il est tout puissant, il sait tout, etc. Et tu vois pas trop cette transition. Tu vois pas trop comment il a évolué de ce qu'il était avant à ça. Sauf que là, on est dans une série où ça se passe dans le dernier épisode. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grosse coupure et vraiment la dernière partie, qui du point de vue de l'évolution de Simon est pertinente et intéressante, mais tout d'un coup, ces dernières 15 minutes, c'est une autre série. Ah bah oui, on commence sur une série de super-héros. Et c'est là, et c'est voilà, super-héros à la fin. Et c'est typiquement, voilà, et ça rejoint ce que je disais au début, ce côté, ça se mélange pas bien les deux thèmes. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fini l'arc narratif sur son parcours d'acteur. Et puis du coup, il fallait mettre encore 15 minutes qui sont complètement différentes pour finir le parcours du côté super-héros. Et c'est là où moi j'ai eu un problème de structure. Voilà. Mais dans l'ensemble, on trouve qu'il y a quand même beaucoup de qualité. C'est beau, c'est vraiment beau. En fait, aussi, je n'attendais rien de Wonder Woman. C'est-à-dire que le marketing était tellement bizarre, c'était tellement osef, parce que personnellement, le personnage de comics, je ne le connais pas. Non, moi non plus. On revoyait le personnage donc de Trevor Slattery. Bon, j'aime bien Iron Man 3, mais de là à remettre... Alors, j'adore Ben Kingsley, mais de là à remettre le personnage qui jouait le mandarin avant... Oui, moi non plus, je n'étais pas convaincu. Et puis en fait, il est... Très content de voir l'acteur qui joue un peu pas le chef, mais l'agent qui va les traquer, qui s'appelle Ariane Moayed, qui jouait dans Succession. Et je trouve qu'il a une gueule, il a un truc hyper classe. Et la manière de parler aussi, j'aime beaucoup ça. On voit John Pantoliano, on voit Josh Gad. Là, c'est merveilleux. On se régale. Joey Pantoliano, il est fabuleux. Son rôle, et la chute, oui. c'est une merveille. Et en vrai, il y a plein. Pour moi, c'est. Oui, je suis d'accord. Enfin, moi cet épisode, il m'a énervé, mais après, non, mais l'interaction qu'il a avec Ben Kingsley, surtout sur la fin, est très chouette. Mais un truc drôle avec John Pantoliano, c'est que j'avais oublié que dans Matrix, il était chauve. Ah ben oui. Et ça m'a fait bizarre de le voir avec des cheveux, je l'ai pas reconnu tout de suite. Ouais, mais en même temps, il a bien vieilli. Hein. Il a bien vieilli. Il a bien vieilli. Il a l'air en forme, mais il a bien vieilli quand même. Il a pris un petit coup de vieux. C'est pas Keanu Reeves, quoi. Ouais. Non, Keanu Reeves, on arrive encore à le reconnaître. Mais il y a vraiment ce... Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un récit avec tant d'alchimie et tant de qualité. On peut penser notamment, mais au-delà de ça, c'est même en termes de visuel, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien éclairé. Enfin, je veux dire, c'est ensemble, c'est de très bonne qualité. Et on pourrait se dire, encore heureusement d'une série Marvel. Oui, mais on est quand même passé par des passages sinueux. Là, entre Agatha All Along, entre Wonder Man. Agatha All Along, c'est vachement bien. Ah, c'était super. Non, Agatha All Along, c'était super. Mais je veux dire, avec Wonder Man, je me dis, cool, on commence à avoir des produits vraiment qualitatifs. Et qui changent un peu aussi de ce qu'on a d'habitude. Oui, ça c'est sûr. Je veux dire, même en comics, c'est rare de lire ce genre de choses. Oui. Donc voir ça m'a fait du bien, ça m'a donné envie, et ça m'a surtout, parce que tu l'as pas dit, mais Destin Daniel Cretton, c'est lui qui réalise le prochain Spider-Man. C'est vrai. Ah, celui qui sort là en juillet, c'est... Exactement. Et donc je me dis, pourquoi pas ? Parce que est-ce qu'il y aura c'est lui qui a réalisé le premier épisode et je crois peut-être le deuxième aussi. En gros, c'est le showrunner. Oui, je sais que c'est le showrunner, mais je veux dire en termes de réalisation, c'est lui qui a fait le premier tout seul. Et il faut avouer vraiment que le premier épisode, c'est aussi ça aussi, c'est que le premier épisode est tellement bien en qualité dans ce qu'il ça va raconter que tu t'attends à quelque chose du même niveau et ça fait un peu montagne russe, quoi. Mais du coup, ça veut dire que, s'il réalise comme ça pour le prochain Spider-Man, moi je suis chaud. Ouais, et puis s'il arrive à autant donner d'alchimie, de liens entre les personnages, finalement pour du Spider-Man, ce sera parfait parce que récemment, les derniers Spider-Man, je les aime bien, hein, mais on était plus sur du fan service et du voilà, on balance et voilà. Non, moi j'ai compris que vous avez pas aimé, mais ici No Way Home, c'est non. Bah c'est no. Ici No Way Home, c'est le dernier, il est horrible. Les deux premiers encore, moi je les aime bien, mais le dernier, ouais, moi j'aime bien. Moi le fan service, ça m'a un petit peu, mais j'entends vos remarques. Mais en tout cas, je me dis que c'est entre de bonnes mains et que Marvel a peut-être trouvé un showrunner ou un réalisateur scénariste qui a les capacités de step up quand même ces récits.
Eh bien écoutez, je vous propose qu'on finisse sur cette note positive, donc Wonder Man, avec des bémols de ci de là quand même, c'est de bonne qualité et on a plutôt... Regardez, 4 heures, ça dure 4 heures. Et puis ça dure pas si longtemps, c'est pas parce que XT a pas eu le temps que vous Si ne vous coupez trouverez pas le quelques temps de le faire. épisodes. Bien messieurs, j'allais dire messieurs dames, mais non, ce soir c'est messieurs. Ça marche aussi. On va En ce s'arrêter moment, là en pour ce moment, on soir. appelle Madame tout le temps, c'est terrible. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est la nuque longue. C'est du long. C'est le début de mulet. Hmm. Eh bien, avant de partir, on va parler un petit peu réseaux sociaux. Si vous voulez nous retrouver, déjà retrouvez-nous sur les différentes applis d'écoute de podcast, sur laquelle ne manquez pas de nous mettre des étoiles. On en a besoin pour remonter dans les algorithmes. N'hésitez pas à le faire, même à mettre des petits commentaires. Et sur les réseaux, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Instagram, Comics Outcast. Sur Facebook, il y a un soubresaut du Bouya Comics Club. Voilà, si vous voulez assister à cette résurrection, à ce soubresaut, vous pourrez dire j'y étais. Il y a un compte Blue Sky aussi. Oui, Oui. absolument. Voilà, donc VHS. donc voilà. Et puis surtout, il y a le Discord. N'hésitez pas, venez rejoindre le Discord. Donc c'est le Discord du vaisseau Hypersensas, où vous retrouverez des salons en lien avec toutes les émissions, toutes les différentes émissions produites par le label. Et voilà, ça échange beaucoup. On a aussi un club de lecture. Tu allais y venir, tu Ah, t'en bah fais voilà. partie Ouais, j'en fais partie, mais c'est pas moi qui le gère, c'est Mathieu qui s'en occupe. Là, actuellement, on lit rien. Parce qu'on a fini le Roi des Aulnes et tout le monde est content. Ok. Parce que c'était vraiment super. Donc on est en train de voter pour savoir ce qui va sortir. Bah venez et Ouais. votez pour votre chouchou. Voilà. Et puis sinon, individuellement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Matt? Ben moi on peut me retrouver sur Blue Sky, mais bon j'y suis pas vraiment. Sur Instagram, mais j'y suis pas vraiment. Et sur Discord un peu plus. Sinon vous pouvez me retrouver chez moi dans mon cinéma. Venez parce qu'on va avoir aucun film de super-héros avant cet été, mais venez. Et voilà, ça va être super. Ah si, je cherche un appart. Donc si vous voulez, Ok, si vous avez ok. un appart, Quel secteur, quelle surface? 200 mètres carrés, Paris Intramuros, maximum 500 € de loyer. Ah, ok, écoute, l'annonce est passée. On va voir si Merci ça fonctionne. beaucoup. XT. Pareil, pour me retrouver, ça sera dans des réseaux Blue Sky éventuellement, une fois tous les 4 matins. Discord de temps en temps, je repasse quand même quand j'ai un peu de temps. Putain, les gars, vous êtes quand même plus jeunes que moi. J'aille plus sur ces trucs-là. Je veux bien, mais vous êtes plus jeunes. Oui, mais la vie active en ce moment, c'est me retrouver sur l'eau ou me retrouver au travail ou me retrouver ailleurs. Tu vas nous parler kayak ou pas? Oui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Par les kayak, oui, sur l'eau, c'est ça. Mais voilà, donc au plaisir de vous croiser. Je passerai toujours un bonjour aux nouveaux sur Discord. Je prends toujours ce temps-là quand même. Très bien. Et puis voilà. Toutou. Ouais, bah moi sur le Discord, aussi beaucoup sur Blue Sky, @tuktuk. Et là prochainement, T'as un Instagram ou pas? j'ai Instagram aussi, tout en cast. Après, je poste pas une tonne, mais tu peux me suivre avec grand J'étais en plaisir. train de penser que Tu me rajoutes quand tu veux, Jean. On te suivra partout, tout. Allez. Et, Dans la rue et aussi. si vous voulez m'écouter, je parle de séries télé dans le podcast La Saison des séries. Ah. Là, la prochaine émission, c'est sur le bilan des séries de 2025. Et je parle de ma série préférée de 2025, Pluribus. de ma découverte de cette année. Pluribus. Et non, je parle pas du tout de Pluribus. Et je parle d'une petite surprise. Et curieusement, c'est que des séries HBO Max. Donc, Pluribus. Ah non, ça s'appelle. Ouais, non. ouais, non. Mais, Redis-nous le titre. la saison des séries. La saison de série disponible sur toutes les Sur plateformes. toutes les plateformes. Eh ben très bien. Et on peut tous nous retrouver au bar Oui. pour en prendre une. Deux. Bon, ok. Par contre, ce qui est sûr, on peut vraiment se retrouver au bar le 21 février. Ça, Ah c'est oui, vrai. pour les bouillards. Et donc, Exactement. alors moi vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sur Oui, c'est vrai. Jean Voca. Il vous reste pour les gens qui sont en région parisienne 4 dates pour venir éventuellement me voir sur scène dans le pire premier encart de l'histoire qui se joue au Café de la Gare. Il reste le 23 et 24 février et le 9 et 10 mars. Foncez, c'est exceptionnel. Ouais, c'est on vraiment l'a super. tous vu. Mm. Et c'est trop bien. Toute l'équipe est venue, c'était très sympa de leur part et ça leur a plu. Et au passage, c'est une pièce qui a été écrite par Jérémy Manès, qui est un
traducteur de comics chez Panini et chez Urban. La pièce ne parle pas de comics, mais lui, il a plusieurs cordes à son arc et entre autres, il écrit des pièces et il les joue. Voilà. Et effectivement, avant de partir, on ne saurait que trop vous rappeler la date du 21 février pour les Bouilladors. 21 février, 16h, au bar Coolin Bar, au 30 boulevard du Temple, Paris 11. Venez nombreux, parce que, je sais pas, il y aura des surprises. Bah ouais, ça va être super. Ça va être trop bien. Bon, d'ici là, on vous embrasse et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Ciao. Fin de transmission.